Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle Assemblée Générale d'Initiative Sarthe à l'espace Performance. Pour vous accueillir, comme d'habitude, c'est le Président, et en l'occurrence le Président cette année, c'est Pascal Joubert, que je vous remercie d'applaudir très fort. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je voudrais d'abord vous remercier, remercier les élus, nos élus régionaux et nos élus départementaux qui nous font la joie d'être là. Je voudrais les remercier parce que ce sont d'abord nos premiers financeurs. Remercier nos partenaires qui sont de plus en plus nombreux, ça c'est une bonne chose. Remercier nos bénévoles et nos adhérents. Et puis, entrepreneurs, entrepreneuses, que nous sommes tous, chers amis, merci d'être là à cette AG pour nos comptes 2022. C'est une belle AG avec effectivement un thème très intéressant, comme vous le verrez tout à l'heure. Je vais commencer par remercier la MMA pour effectivement la fidélité qu'ils ont vis-à-vis de l'initiative, puisque tous les ans, nous avons la chance effectivement de faire notre Assemblée Générale au MMA dans ce lieu qui se prête véritablement à ce type d'événement. Cette soirée, c'est trois grandes parties. La première statutaire, donc pas forcément toujours la plus intéressante, mais avec mes collègues Valérie, Armel et Christelle, nous allons nous arranger pour faire quelque chose d'agréable et de dynamique. On parlera bien évidemment du rapport moral sur l'année 2022, du rapport commissaire aux comptes, l'approbation des comptes et puis les perspectives 2023. En deuxième partie, on aura la chance d'accueillir quelqu'un que vous connaissez certainement, Yvan Bourgnon. Vous connaissez certainement le projet de Manta, le projet effectivement de sa société, Sea Cleaner, et son projet de superbe bateau qui va nettoyer les océans. Il nous a fait l'honneur d'être avec nous ce soir et de nous présenter son projet. Ce sera, à mon avis, passionnant. Troisième partie, celle que les gens aiment bien également, c'est effectivement, ça nous permet de continuer nos échanges autour d'un verre et d'un cocktail. Voilà pour cette soirée. Eh bien, écoutez, le programme est intéressant. Je pense qu'il le sera d'autant plus que vous pourrez voir une quinzaine de vidéos pour l'agrémenter, écouter une dizaine d'intervenants. Et ces vidéos, ce seront celles notamment de l'émission qui est diffusée tous les mois sur LMTV, qui s'appelle Secret d'entrepreneur et qui est animée pour la 3e saison par Patrice Mettet. Et ça se passe maintenant au FIA, que vous connaissez bien évidemment, le Fonds international d'art actuel, à côté de la Visitation. Là, vous avez un QR code, si vous voulez le flasher avec votre smartphone, ça vous permettra d'aller directement sur les replays de l'émission, parce que vous les avez peut-être pas toutes vues. Donc il y en a quand même maintenant une trentaine, puisque 3 saisons, c'est 10 émissions par saison, ça en fait beaucoup. 30 découvertes d'entrepreneurs qui racontent comment ils en sont arrivés là, ce qu'ils font et la manière dont ils voient leur fonction. Et c'est d'ailleurs des extraits de cette émission que nous allons voir et qui vont agrémenter toute la soirée, que nous allons voir maintenant. D'ailleurs, on va commencer avec un extrait d'une émission qui a été réalisée avec Bruno Bourmeau des Menus Services. Les gens qui viennent ici sont des gens qui, par ailleurs, ont apprécié les services de Carrefour Entreprise d'abord et maintenant Initiative Sarthe. Bruno Bourmeau qui fait du portage de repas à domicile. Alors Patrice Mettet lui posait la question, y a-t-il un conseil à donner aux futurs entrepreneurs ? On n'est pas chef d'entreprise, on le devient. Voilà. Et puis, se lancer, et puis si ça ne marche pas, tant pis. Voilà, vous repartez sur autre chose, quoi. Mais clairement, si vous avez envie de le faire, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Et en Sarthe, on est bien entouré. Donc voilà, c'est de bien faire préparer son truc, d'échanger, et puis ça devrait le faire. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, c'est l'heure du rapport moral. On va tout savoir sur l'activité d'Initiative Sarthe en 2022.
Alors je pourrais effectivement avoir un sentiment assez mitigé sur les résultats de l'année 2022. Mais ce que je garderai, c'est effectivement les résultats de l'activité. L'année 2022, ça reste l'année la plus importante et la plus belle année qu'on ait pu réaliser au niveau d'initiative. Vous allez le voir tout à l'heure dans la présentation que va nous faire Valérie, mais c'est 161 personnes qu'on a pu accueillir en termes de projets, c'est 127 projets financés, c'est plus de 2 millions de prêts d'honneur qui ont été injectés avec un effet de levier qui est important de plus de 11 et c'est 90% de taux de pérennité. Donc c'est super et moi je voudrais que ce soir on puisse féliciter cette équipe parce que je me souviens qu'il y a un an j'étais à ce pupitre et on faisait à l'époque 90-95 dossiers et on s'était dit on va mettre la barre assez haute, on va faire 120 dossiers. Alors j'avais dit à l'époque si on veut, on peut. Alors on l'a voulu et en fait ils l'ont réalisé. Ils ont même fait mieux que ça puisqu'on a fait 127 dossiers. Donc moi je voudrais les féliciter, en tout cas Valérie et toute l'équipe qui est au niveau d'initiative et par rapport à la relation qu'ils ont pu mettre en place avec l'ensemble des territoires. Bravo. Alors, il n'y a pas qu'un effet de quantité, parce qu'on aurait pu effectivement dire on multiplie par 2 le nombre de dossiers, mais on dégrade un petit peu la qualification un petit peu de notre prestation, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on a gardé notre ADN, c'est-à-dire avec la même satisfaction de l'accompagnement, en tout cas, en amont et en aval, avec le parrainage. Là où je pourrais avoir quelque chose, un peu de frustration, c'est que quand on est dans une entreprise comme celle que je dirige par exemple, où si on a 30 ou 40% de croissance en termes d'activité sur une année, on estime qu'il y aura forcément des effets sur le compte de résultat. Là, c'est pas forcément ce qui se passe quand on est dans une association, parce qu'il y a une ligne qu'on ne gère pas véritablement, c'est celle du financement de l'association. Donc malgré notre activité qui a été effectivement débordante, on s'aperçoit aujourd'hui, et vous allez le voir avec les comptes que va vous présenter Christelle, qu'on est moins bien en termes de résultats que l'année d'avant. Donc il se trouve que bien que la région ait maintenu sur 2022 effectivement les mêmes fonds au niveau de la région pour initiative, il y a eu effectivement une répartition des quotes-parts qui ont été défavorables à la Sarthe et on s'est retrouvé effectivement avec un impact de 20 000 €, ce qui est la différence qu'on va retrouver à la fin de cet exercice. Et ce qui est important pour moi, c'est que dans tous les cas, quel que soit le résultat financier, même s'il est ce qu'il est, l'important c'est l'activité qu'on a menée, c'est ce qu'on a fait cette année avec les territoires, ce que l'on a développé et surtout les relations qu'on a pu mettre en place avec les communautés de communes, avec leurs représentants et avec les chargés de développement économique. Et ça, ce qui est fait, c'est fait pour cette année, mais c'est fait pour les années qui viennent. C'est une bonne chose. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, un rapport moral très clair. On va laisser la parole parce qu'elle vous a manqué l'année dernière, paraît-il. Donc, merci de l'applaudir très fort. Valérie Pelatte, la directrice de Initiative Sarthe, puisque effectivement la surprise l'année dernière, c'était la présentation du rapport enregistré. Ce sera encore le cas cette année. Oui, tout à fait. Mais on se demandait si vous étiez là ou pas, vous êtes là, et c'est tant mieux. Ça fait combien de temps d'ailleurs que vous êtes là ? Alors c'est ma 10e assemblée générale ce soir. C'est un anniversaire. On peut vous applaudir pour ça. Alors ce rapport, il va nous permettre de découvrir les chiffres clés, et des chiffres clés qui sont plutôt positifs malgré tout. Regardons. Année record pour l'association avec près de 500 porteurs de projets, 137 dossiers passés en comité pour 127 financés, un chiffre en progression de 37%. Ces entreprises représentent 502 emplois créés ou maintenus contre 393 en 2021, soit une hausse de 28%. Nous avons engagé plus de 2 millions € de prêts d'honneur, ce qui a permis de lever plus de 23 millions de prêts bancaires, soit un effet levier de 11,6. 90% des entreprises soutenues sont pérennes à 3 ans, contre 50% pour la moyenne nationale. Nous accompagnons toutes sortes de projets, créations, reprises ou croissance d'entreprises, TPE ou PME à envergure régionale, nationale, voire internationale, avec un nombre de salariés significatif. En 2022, autant de projets de reprise que de création d'entreprises accompagnées. Je vous laisse découvrir la diversité des secteurs d'activité.
Passons maintenant au profil des entrepreneurs. 161 entrepreneurs accompagnés en 2022, 32% de femmes, nous n'avons pas atteint les 50% que nous avions en 2020. 35% de demandeurs d'emploi et une baisse à 24% de seniors. La force de notre réseau, avant tout l'engagement de nos 438 bénévoles, dont 358 qui ont participé à 66 comités d'agrément. 176 parrains et marraines actifs ou potentiels accompagnent nos nouveaux labellisés afin de leur éviter d'être isolés. Un grand merci aussi à nos 179 adhérents qui ont soutenu financièrement l'association. Parlons finances maintenant. Nos principaux financeurs publics sont les communautés de communes, la région des Pays de la Loire, l'État et BPI France. Vous noterez que nous travaillons également en lien étroit avec une quinzaine de partenaires institutionnels. Un grand merci aux 16 communautés de communes qui représentent aujourd'hui le premier financeur de l'association. Elles nous soutiennent au quotidien en nous permettant de travailler avec leurs développeurs économiques pour mener une action de proximité efficace et réactive. Elles mettent à disposition leur espace de coworking qui ont accueilli 37 comités hors Le Mans Métropole. Merci à nos partenaires privés avec lesquels nous avons signé ou renouvelé des conventions en 2022. Nous pouvons aussi compter sur le soutien actif des clubs d'entreprises territoriaux ou des mouvements patronaux qui nous permettent de présenter nos actions auprès de leurs membres et de favoriser le parrainage en mettant en relation leurs adhérents avec nos nouveaux labellisés. Avant les outils, je vous propose un rappel des principales étapes de notre accompagnement. D'abord, un accueil professionnel et bienveillant pour tous les entrepreneurs. Ensuite, un accompagnement à la finalisation du business plan. Un prêt d'honneur initiative à taux zéro sans garantie demandée octroyé par un comité composé de chefs d'entreprise et d'experts locaux de l'entrepreneuriat. Un suivi personnalisé dans les premières années de vie de l'entreprise. Et pour finir, un parrainage et l'ouverture à un réseau professionnel. Les outils maintenant, on commence avec les prêts d'honneur destinés aux TPE et aux PME pour un montant qui peut aller de 1 500 € à 50 000 €. Plusieurs autres dispositifs sont mobilisables. Les voici. Et pour mémoire, il existe un fonds de revitalisation sartois dédié aux entreprises industrielles ou services à l'industrie implantées en Sarthe. Parmi les activités, il y a l'organisation des événements dont voici les principaux. L'Assemblée générale du 19 mai avec l'intervention de Nicolas Bouzou, le séminaire régional Une première en Sarthe avec la présence de Christelle Morancet, présidente de la région des Pays de la Loire, et Guillaume Pépi, président national du réseau Initiative France. Et les rencontres parrainage, notamment des séquences formation d'une demi-journée et la soirée parrainage sur la charge mentale du dirigeant co-animée par Marie Vegas, Wonder Organizer et Jean-François Leblanc. Et dans un rapport d'activité, on ne peut pas tout dire, donc on va à l'essentiel évidemment. Mais si on reste 30 secondes sur le parrainage, on peut peut-être rajouter quelques informations. Ça démarre fort pour 2023. Là, hein. Effectivement, pour 2023, nous avons d'ores et déjà signé 30 chartes de parrainage. Donc ça démarre très fort et je voulais effectivement remercier toute l'équipe et notamment Eric qui est en convention de mécénat chez nous cette année, qui fait un travail formidable sur ces signatures et ces mises en réseau. Et puis vous avez surtout la mise en place de référents parrains dans les communautés de communes. Oui, tout à fait. Alors, même chose, je voulais vraiment remercier donc, nos nouveaux référents parrains et marraines. Donc, nous en mettons en place dans chaque communauté de communes. Ce sont des bénévoles très actifs et qui nous aident justement à trouver des parrains marraines et qui prennent le temps de faire rencontrer les parrains marraines avec les futurs filleuls. Voilà, donc un grand merci parce qu'on ne pourrait pas atteindre ces résultats sans leur aide très précieuse. Et le parrainage, vous le savez, c'est un élément essentiel évidemment de la réussite en quelque sorte de cet accompagnement, de ce suivi des jeunes entreprises. Et ben on va faire un focus comme l'année dernière et probablement comme les années précédentes, oui, enfin c'est pas probablement, c'est sûr même d'ailleurs, sur le parrainage. Cette fois-ci, c'est avec des images de France 3 Maine qui sont allés faire un reportage et on rencontrera les protagonistes dans un instant. Ça se passe à Coulennes.
Julien Bottard est un jeune chef d'entreprise. En octobre dernier, il rachète cette société spécialisée dans la vente de matériel d'entretien pour espaces verts. À 47 ans, il voulait devenir son propre patron, mais pas facile de prendre les rênes d'une entreprise pesant 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, avant de s'installer ici, ce Parisien a cherché un accompagnement financier et humain qu'il a trouvé chez Initiative Sarthe. L'association lui a prêté 50 000 € et pas seulement. Initiative Sarthe propose un système de parrainage avec un chef d'entreprise que je vais voir une fois par mois et avec qui je vais m'assurer que le plan stratégique que j'ai développé pour la société fonctionne et je vais bénéficier aussi de son expérience et de ses conseils. Et cela rassure l'un des fondateurs de l'entreprise. Après l'avoir dirigé pendant 36 ans, Gérard Cronier a passé le relais à ce jeune dirigeant sereinement. Les aides dont il a pu bénéficier ont consolidé son dossier. C'est jamais facile de transmettre une entreprise, vous savez, c'est un peu notre bébé et on est persuadé que Julien va développer encore mieux notre société. C'est tout l'objectif d'Initiative Sarthe, concrétiser les projets des entrepreneurs, à condition qu'ils aient déjà élaboré un business plan. L'année dernière, l'association a reçu 500 demandes, seules 127 entreprises ont pu être financées grâce aux fonds fournis par la région. Une première étape vers la réussite, nous assure le président d'Initiative Sarthe. On a un taux de pérennité de 90%, nous, parce qu'on accompagne nos dossiers. Ce que l'on sait, c'est qu'une entreprise, une personne qui va créer ou qui va reprendre une entreprise, si elle n'est pas accompagnée, généralement c'est un taux de 50%. Donc c'est là qu'on sent l'utilité d'une association comme la nôtre. Pour 2023, l'association s'est fixé l'objectif de financer 140 entreprises, soit 13 de plus que l'année dernière. Quant à Julien Bottard, il aimerait recruter des commerciaux dans plusieurs régions de France. Et bien voilà, Julien Bottard, il est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors Julien, d'abord c'était quand la reprise ? 28 octobre 2022, il y a 6 mois exactement. Ah, tout juste, oui. Effectivement. Bon, ça s'est bien passé. Ça se passe très bien, ouais, je suis ravi, je ne regrette pas. Bon, alors cette entreprise, on ne l'a pas beaucoup détaillé là, c'est une entreprise qui est importatrice, c'est ça, et distributrice de matériel pour les terrains de sport, pour faire simple ? Pour les professionnels des espaces verts, donc on vend des machines qui permettent d'entretenir les terrains de sport, mais aussi à direction des entreprises du paysage ou les communautés locales, mairies, communautés de communes, etc. Votre marché est un marché national, voire plus, vous exportez un peu ? Oui, c'est un marché international, puisqu'on fait un peu plus de 20% de notre chiffre d'affaires à l'export, principalement en Europe. Il y a combien de personnes qui travaillent chez vous ? Une quinzaine. Alors je parlais de Coulennes tout à l'heure, on est d'accord ? On est à Coulennes, oui. On a juste pas beaucoup cité le nom de l'entreprise. MGE. Green Service. Oui, Green Service. Pour être complet, hein, on est d'accord. Bon, alors cette reprise, comment elle est arrivée ? Vous n'étiez pas chef d'entreprise, évidemment, avant. Non, j'ai passé à peu près 20 ans dans le salariat, mais je suis issu d'une famille d'entrepreneurs et je me suis toujours dit qu'à un moment, moi aussi, je voulais être entrepreneur. Seulement, voilà, j'étais à peu près à la moitié de ma vie professionnelle, pas forcément envie de créer, mais plutôt de reprendre une entreprise et d'essayer de la développer. Et là, il a fallu trouver la bonne entreprise, il a fallu trouver les bons partenaires aussi. Tout à fait. Donc, je me suis entouré. J'ai d'abord fait une formation au CRA, pour appréhender la réalité de l'entrepreneuriat. J'ai eu quelqu'un aussi qui m'a accompagné pendant tout le projet de recherche. Et puis, évidemment, Réseau Initiative qui m'a aidé aussi sur la finalisation de mon projet. Alors vous êtes formidable parce que quand je vous ai posé la question de savoir qu'est-ce qui était intéressant, j'allais dire, à travers l'expérience Initiative, vous m'avez dit j'ai d'abord choisi Initiative, pas pour le prêt d'honneur, mais pour le parrainage. Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce que moi, je ne viens pas de la Sarthe, je viens de Paris. Et au départ, je pensais que c'était extrêmement important pour moi d'avoir quelqu'un qui va me permettre de m'intégrer, une association qui va me permettre de m'intégrer dans le réseau local. Et donc je pensais que Initiative Sarthe, pour ça, était une très bonne chose. Mais aussi le parrain, et surtout je le découvre là avec les réunions que je fais avec Daniel, c'est aussi l'occasion de sortir un peu la tête du guidon, parce qu'on est vraiment
en plein dedans. Quand on reprend une entreprise, il y a beaucoup de choses à faire et il ne faut pas perdre de vue l'objectif. Donc pour l'instant, ça répond à votre attente? Ça répond totalement à mon attente. Vous le voyez tous les combien? On se voit une fois par mois. Bon, on va lui laisser la place maintenant. Daniel, que vous connaissez, Daniel Girandier, évidemment, ancien président de Carrefour Entreprises à l'époque. Hein. Absolument. Bon, spécialiste du parrainage, c'est pas le premier. Non, ça fait déjà un certain nombre de parrainages, et même en dehors de ça, je m'associe à des dirigeants depuis une vingtaine d'années. Oui, c'est un plaisir en fait. C'est un plaisir. Bon, et c'est surtout utile, c'est ce qu'il faut dire. Alors, quelle est l'attente principale des parrainés à l'instant, Julien vient de nous donner la sienne, mais il y en a peut-être d'autres. Si, en fait, il vient de dire la première chose qu'ils rencontrent, c'est que, quelle que soit leur expérience et leur formation préalable, les premiers pas dans l'entreprise, c'est entrer dans une machine à laver, dans une lessiveuse ou je sais pas quoi. Ça part dans tous les sens. Et l'intérêt du parrain à ce moment-là, c'est précisément de façon régulière de pouvoir le voir pour redonner des repères et stabiliser un petit peu les choses. En sachant qu'il me semble qu'il y a 5 points qui sont essentiels pour l'entrepreneur qu'on peut aborder d'une façon ou d'une autre. Il y a toute la question des clients, la question du produit ou des services, des hommes qu'on manage, des finances et de la stratégie. Et donc, en tant que parrain, il faut qu'on se fasse une idée dans l'entreprise de ces points-là, d'évaluer un peu le porteur par rapport à ces questions-là et de pouvoir aborder intelligemment les questions. Alors justement, vous n'avez peut-être pas la réponse à toutes les questions, enfin j'imagine. Mais en fait, le but du parrain, c'est pas d'apporter des réponses. C'est d'enrichir la réflexion pour que le porteur soit capable lui-même de prendre des décisions les plus opportunes. Et est-ce que vous n'avez pas peur à un moment d'apporter le mauvais conseil, j'allais dire? Mais en fait, moi je crois qu'on ne donne pas véritablement de conseils. Ce que l'on fait, c'est on accompagne, on échange, et je pense que c'est même difficile et pas opportun de transposer ce que nous on a vécu par rapport à la personne que l'on rencontre. Je pense qu'il faut parler de ce que l'on a fait et les conséquences que ça a eu, mais au final, c'est chez le porteur que les réponses sont. Voilà. Bon, écoutez, vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord? Merci et bravo. Bravo Daniel, bravo Julien. Pour cette présentation, on va reprendre le cours normal, en quelque sorte, de cette Assemblée Générale. Et le cours normal, c'est le plaisir de recevoir Armel Parellada, qui va s'installer à côté de moi, exceptionnellement, et pas au pupitre. Armel, qui, vous le savez, est avocat, et qui, en l'occurrence pour l'association, est la secrétaire. Donc c'est elle qui vous fait voter les résolutions. C'est pas ce qu'il y a de plus drôle à faire. Logiquement, il n'y a rien à faire, ça doit marcher tout seul. Enfin, j'espère. Cette année, nous n'avons qu'une Assemblée Générale ordinaire, donc ça ira assez vite. Donc on passe directement au vote des résolutions que je vous lis. Vous avez pris la connaissance du rapport moral et du rapport d'activité qui vous ont été relatés par le président et la directrice sur les actions réalisées par l'association au cours de l'année 2022. Bon. Donc, je vais poser la question sacramentale. Quelqu'un s'oppose-t-il au vote de cette résolution sur l'approbation du rapport moral et l'approbation du rapport d'activité? Non. Pas de voix contre? Très bien. Pas d'abstention non plus? Très bien. Donc la résolution va être adoptée à l'unanimité. Et ça nous permet de passer à un deuxième témoignage de toujours Carrefour des entrepreneurs, secret d'entrepreneur, pardon, qu'est-ce que je dis et c'est avec André Leroyer de ABC Leroyer, qui est compagnon charpentier, qui a monté une entreprise et qui nous parle de l'évolution de son entreprise. Notre entreprise a toujours eu cette vocation à faire rendre service aux gens, donc il fallait faire des dépannages de toiture et tutti quanti. Et puis le temps avançant, j'ai pu proposer mes ouvrages qui sont de la charpente de haute qualité, un petit peu charpente apparente qui va être jolie, et ça s'est fait de fil en aiguille comme ça. Je suis adepte des petits pas, moi, et maintenant le chemin qu'on prend, c'est le monument historique. Passons, si vous le voulez bien, au rapport financier de gestion. Et pour ce faire, merci d'applaudir Christelle Breton-Ciré, qui est la trésorière de l'association. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter nos résultats de l'année 2022. Alors, notre président Pascal vous a déjà un petit peu effleuré la situation de nos comptes pour l'année 2022. Donc, vous pouvez déjà constater effectivement que sur la dernière ligne, il y a un petit moins devant, effectivement. Donc, on a un déficit effectivement de 26 918 €. Donc, un déficit plus important que l'année dernière.
Maintenant, si je commente les principales lignes, vous pouvez voir sur les produits d'exploitation que nous avons 440 000 euros de produits d'exploitation, donc en hausse de 34 000 euros, mais comme vous l'avez compris aussi avec les commentaires de Pascal, ce n'est pas la région qui nous a apporté cette hausse de produits d'exploitation, non, c'est grâce en fait à nos partenariats privés. On a effectivement eu des partenaires privés, déjà un petit peu en 2021, mais également davantage de signatures de conventions en 2022. Un peu plus aussi de budget de fonctionnement pour le fonds de revitalisation. Donc c'est pour ça que cette ligne produit d'exploitation est en hausse. Ensuite, nous avons un petit peu plus aussi de charges de fonctionnement, donc presque 120 000 euros cette année, parce qu'effectivement, nous avons été aussi plus présents sur les territoires. Il y a eu aussi plus d'événements aussi de réaliser, parce que je vous rappelle que 2021 était encore un petit peu impacté par le Covid. Ensuite, nous avons une ligne charge de personnel, bien sûr, parce que vous avez compris qu'il y avait toute une équipe qui travaillait, qui était au service des porteurs de projets. Donc c'est 335 000 euros effectivement de charges de personnel, un peu également en hausse par rapport à l'année dernière, parce qu'effectivement l'année dernière, nous n'avions pas une équipe tout à fait au complet toute l'année. Il y a eu des arrêts maternité, arrêts maladie, et puis des personnes qui sont parties aussi en cours d'année. Bon, cette année, c'était une année, un effectif complet toute l'année, à pied d'œuvre pour s'occuper de tous les porteurs de projets. Donc on a un résultat d'exploitation donc déficitaire de 30 000 euros et donc après les résultats financiers et exceptionnels qui est anecdotique, nous avons donc un déficit effectivement cette année de 26 918 euros. Donc ici c'est pour vous présenter un petit peu la répartition entre notre résultat de fonctionnement et le résultat qui est plutôt en relation avec la gestion, enfin les fonds de prêt. Donc notre résultat de fonctionnement, c'est un déficit de 21 000 euros, 21 108 euros. Et sur les fonds de prêt, c'est un déficit de 5 810 euros, qui finalement n'est pas si catastrophique que ça par rapport au contexte actuel. Effectivement, on aurait pu s'attendre à un déficit plus important, mais on a quelques pertes, quelques créanciers recouvrables sur les prêts, mais pas tant que ça. Finalement, c'est pas si catastrophique que ça. Et donc, ça nous donne un résultat consolidé de 26 918 euros. Alors le bénévolat qui est presque de 200 000 euros, 198 000 euros cette année. Donc effectivement on a parlé de nombreux bénévoles effectivement qui nous aident. Donc c'est à peu près, c'est pas loin de 4 000 heures quand même sur toute l'année, donc c'est loin d'être négligeable. Et puis on a aussi du mécénat de compétences, donc 43 000 euros cette année. L'année dernière, il n'était pas sur une année complète. Donc cette année, nous avons la chance effectivement d'avoir cette convention de mécénat qui nous aide beaucoup, notamment sur le parrainage. Et là, vous avez notre bilan à la fin de l'année 2022, donc avec des fonds propres d'1,7 million pour en face, financer des immobilisations, 1,28 million. Donc c'est principalement en fait les prêts en fait qui sont accordés aux porteurs de projets. Parmi les créances, les 1,7 million, c'est essentiellement les fonds de revitalisation qui vont ensuite être, reversés à des bénéficiaires. Et puis notre trésorerie de 2,5 millions. Et donc au passif, vous avez en net les 2 460 000 qui concernent aussi principalement les fonds de revitalisation, mais pour le coup là ceux que nous reversons aux bénéficiaires. Donc voilà pour le bilan, la situation patrimoniale de l'association. Félicitations Christelle, merci. C'est pas facile d'annoncer ce genre de résultat en plus. Allez, on vous applaudit. Et avant le vote, on va laisser la parole à notre nouveau commissaire aux comptes, que je vous remercie d'applaudir aussi très fort. Il s'agit de Vincent Maquet. Bonjour à tous, je suis ravi de me présenter devant vous aujourd'hui en tant que commissaire aux comptes de l'association. D'ailleurs, mon prédécesseur Dominique Hubert vous transmet ses amitiés puisqu'il est parti en retraite au mois de juillet dernier, comme il vous l'avait dit l'année dernière. J'imagine que mon intervention, c'est pas celle que vous attendiez le plus, donc je vais tâcher d'être bref. Je voulais vous parler essentiellement donc de deux choses, la certification des comptes et puis le rapport sur les conventions réglementées. On va le faire en deux temps.
Et puis, on vient d'en parler juste avant avec Christelle Breton-Ciré. Je voulais aussi évoquer un troisième point, qui est le devoir d'alerte du commissaire aux comptes. Le premier point, donc sur la certification des comptes, ne vous inquiétez pas, les comptes sont donc réguliers, sincères et donnent une image fidèle de l'association. Le deuxième point, on en parlera tout à l'heure. Et puis le troisième point sur le devoir d'alerte. Alors, devoir d'alerte que je vais étendre un peu, puisque normalement le devoir d'alerte du commissaire aux comptes, c'est quand on a un risque sur la continuité d'exploitation à horizon de 12 mois. Là, vous voyez bien qu'au vu de la trésorerie, on n'est pas du tout dans ces chiffres. Mais imaginez bien qu'un commissaire aux comptes qui verrait des déficits s'accumuler au cours des années aurait un peu, puisque c'est le thème de la soirée, le mal de mer. L'association, donc, elle a une performance dans l'année qui est inégalée. Votre président vous l'a dit, et pourtant, elle manque de financement. Aujourd'hui, on le voit. Et quel pourrait être le réflexe, finalement, d'une association qui voit ses ressources historiques diminuer d'année en année, sans pourtant pouvoir avoir la main sur le gouvernail de la finance publique? Ça pourrait être de diminuer mécaniquement son activité pour réduire ses charges. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment le cap que veut prendre l'initiative? Est-ce que finalement la restriction budgétaire, ça doit être la seule boussole qui doit guider l'association? Pas forcément. Les financements de l'association ne permettent pas de couvrir ces charges. Et on le voit dans d'autres associations en tant que commissaire aux comptes. Aujourd'hui, le monde associatif, s'il veut continuer de se développer, il va devoir impérativement passer par des financements privés. Alors c'est ce qu'a fait l'association depuis déjà quelques années, Christelle en a parlé juste avant. La ligne des partenariats augmente d'année en année, mais ce n'est pas encore suffisant. Alors peut-être que demain, ce sera à vous, anciens bénéficiaires, ce sera à vous, dirigeants de la vie économique sartoise, finalement de mettre un peu du vent dans la voile d'initiative, et puis de financer finalement le développement économique du territoire en injectant des fonds dans ce navire. En tout cas, j'espère qu'en vous disant ça, je ne jette pas une bouteille à la mer. Merci pour ce rapport. Merci. Et merci pour vos commentaires. Ça va être l'heure des votes. Avec Armel Parellada. Donc vous avez donc pris connaissance du rapport du conseil d'administration et vous avez pris connaissance du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2022. Dès lors, nous vous demandons d'approuver les comptes tels qu'ils ont été présentés, le bilan, le compte de résultat, ses annexes, arrêtés à cette date, et qui se soldent par un résultat consolidé, ainsi que Christophe vous l'a dit, déficitaire de 26 918 €, dont 21 108 € de déficit de fonctionnement, 5 800 de déficit de fonds de prêt d'honneur. On vous demande également d'approuver les opérations traduites dans les comptes et résumées dans les rapports, et en conséquence, de donner quitus aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat, pour l'exercice écoulé. On donnera également, si vous le voulez bien, quitus au commissaire aux comptes pour l'accomplissement de sa mission. Voilà l'objet de cette deuxième résolution. Donc là encore, si jamais quelqu'un vote contre, qu'il le dise. Si quelqu'un s'abstient, qu'il le dise aussi. Et à défaut, la résolution est adoptée donc à l'unanimité. Très bien, merci. Repassons à un secret d'entrepreneur. Celui-ci s'appelle Émeric Marcia. Il a créé Anagramme. C'est une épicerie vrac, bio et locale. Et il nous parle de cette magnifique expérience qu'il fait en couple. Le fait d'être chef d'entreprise à ce moment-là fait qu'il y a plein de choses qu'on apprend sur le tas, il n'y a pas forcément le choix. Des capacités de gestion, d'adaptation, ça c'est des choses que j'avais déjà pu connaître, mais le management, la communication, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on apprend sur le moment à deux et voilà, on avance comme on peut. Eh oui, chacun fait comme il peut, effectivement. Et vous allez faire comme vous pouvez en faisant approuver les comptes, peut-être ?
Voilà. Nous vous demandons maintenant d'approuver sur la proposition du conseil d'administration les comptes et puis d'affecter ces fameux comptes. Donc on vous demande d'affecter le déficit, donc qui se scinde en deux, vous l'avez vu, le déficit de fonctionnement de 21 108,15 € en compte de report à nouveau. Nous avons d'autres choix puisque c'est une perte, compte de report à nouveau. Et puis également d'affecter le déficit du résultat du fonds de prêt d'honneur de 5 809 € et de l'affecter en autres fonds propres. Voilà. Après, dans le détail, ça ne m'aura pas. Oui. Bon, je vais ennuyer mon auditoire, je le sens. Donc, l'idée, c'est d'approuver ces comptes. Et là, encore une fois, si personne ne vote contre, je vous laisse le temps de voter contre quand même. Si personne ne s'abstient, eh bien la résolution est adoptée à l'unanimité. Ça me fait penser qu'ils se taisent à jamais. Enfin, c'est très amusant. C'est un peu ça l'idée, oui. Bien, parfait. On enchaîne avec Oswald Harrier, qui dirige sûrement Sécurité, une compagnie de gardiennage et de sécurité privée. Patrice Maté lui posait la question, y a-t-il une formule miracle pour entreprendre? Je crois en ses rêves, s'accrocher, même si... on entend à gauche à droite que c'est compliqué, c'est peut-être pas la bonne période. On dit de toute façon, c'est jamais la bonne période. Donc à un moment ou l'autre, si on ne se lance pas, il se passe rien. Ouais, il se passe rien, exactement. Si on attend, oui, je vais le faire, non, il faut le faire. Et moi je dis souvent, c'est essayer, c'est échouer. Donc on n'essaie pas, on fait. C'est aussi simple. Bon, vous avez apprécié la première intervention de Vincent Baquet, donc on a décidé de le faire venir une deuxième fois, mais cette fois-ci pour les conventions réglementées. Rapport spécial. Oui, donc normalement on doit aussi vous faire lecture du rapport spécial sur les conventions réglementées. Je vais vous épargner de ça. Déjà, qu'est-ce qu'une convention réglementée? Convention réglementée, c'est une convention qui est passée entre un dirigeant de l'association et l'association et qui peut potentiellement générer un conflit d'intérêts. Je vous donne un exemple. Si un jour l'association venait à détenir ses locaux et qu'elle voulait, par exemple, à tout hasard, changer ses fenêtres, si elle faisait appel à la société de Pascal Joubert pour changer ses fenêtres, c'est pas interdit, mais ce serait une convention réglementée qui vous serait présentée pour la transparence de la vie publique dans mon rapport. Et donc, au cours de l'année 2022, mes travaux n'ont pas permis d'identifier de conventions de ce type, et donc j'ai remis un rapport de carence à la direction il y a quelques semaines. Merci. Donc ça fait aussi l'objet d'un vote. Voilà, vous avez bien entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes qui vous a indiqué qu'il n'y avait pas de convention réglementée. Nous vous demandons d'en prendre acte et puis de voter sur cette absence de convention réglementée. Donc là encore, pas de vote contre, j'espère, pour un petit sujet comme ça, pas d'abstention, donc vote à l'unanimité. Merci. Parfait. Je vous propose de découvrir maintenant une idée assez géniale. Ça s'appelle la paille végétale, la paille pour boire, bien évidemment. Et c'est Cassandra Bourmeau qui a eu cette idée dans le cadre d'une société qui s'appelle VG-Paille. Et elle parle de l'avantage de cette innovation qui est en fait un produit connu de tous à la base. On parle d'un produit qu'on met tous les jours en bouche. On en a dans tous les restaurants. On va au McDo, on avait des pailles. Enfin, la paille, ça parle. Donc on a un produit qui répond à une grosse problématique, c'est-à-dire le bien-être environnemental vis-à-vis de la mer, des tortues et tout ça. Et on a aussi un produit qui répond à une demande que tout le monde a, c'est-à-dire qu'on aime bien siroter notre cocktail avec notre petite paille. On va demander à Yvan Bourgnon tout à l'heure si il boit avec de la paille végétale, parce que vous avez vu que c'était bon pour la mer, d'après ce que j'ai compris. Là. Enfin, bon. Bref, si on parlait perspective maintenant, avec Pascal Joubert et puis peut-être Christelle Breton-Ciré, pour 2023, est-ce qu'il y a de bonnes augures? Alors, bien évidemment, perspective 2023. Alors, comme le disait Vincent, on a deux choix. On réduit effectivement les charges ou on continue d'avancer. Nous, on a l'objectif, c'est bien évidemment de continuer d'avancer. Donc, on s'est donné comme objectif 140 dossiers cette année. Alors,
je ne sais pas si on va les atteindre parce que la conjoncture n'est quand même pas tout à fait la même que celle qu'on avait il y a 12 mois. Mais néanmoins, c'est un objectif que l'on se donne et pour l'instant, on a tendance à le tenir. Notre problématique pour 2023, elle revient au financement. Alors, vous allez dire, on revient encore au financement, mais c'est une part importante de notre activité et surtout de la survie de notre structure. Donc, contrairement à l'année dernière, cette fois-ci, on nous a informé en début d'année que de toute façon, on aurait aussi moins de subventions et moins d'aides. Donc, il faut trouver des solutions. Alors, dans les solutions, on est en train de travailler justement sur ces solutions. Pour l'instant, on a engagé 3 choses. Et la première, elle est de se retourner vers les communautés de communes. Les communautés de communes, vous savez qu'on a une convention qui nous lie avec l'ensemble des communautés de communes qui participent au financement de notre structure à hauteur de 30 centimes par habitant. Et on leur a demandé effectivement si on pouvait l'avoir augmenté. Moi, je remercie vivement les présidents des communautés de communes et du Mans Métropole qui nous ont donné leur accord pour voir évoluer cette contribution. Ça nous aide véritablement, mais c'est vital aussi pour nous. Donc, toutes les communautés de communes ne sont pas encore au niveau auquel on souhaiterait, mais il est clair qu'on va agir comme on a agi toujours avec l'ensemble des collectivités, mais l'objectif, c'est d'y arriver à terme. Le deuxième point, il est important, c'est ce que disait Vincent, c'est de rééquilibrer à terme le côté, je dirais, privé-public. Donc, on a des partenaires privés actuellement avec nous. Je les en remercie également. On en a encore qu'on a signé il y a peu de temps. Ce que j'aimerais maintenant, c'est m'adresser plutôt aux entrepreneurs. Les entrepreneurs qui sont passés par Carrefour Entreprises, les entrepreneurs qui sont passés par Initiative Sarthe, qui aujourd'hui ont des sociétés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a l'agrément fiscal et qu'aujourd'hui, donner une aide de 3 000 € par an à une société comme la nôtre, une structure comme la nôtre, ça ne coûte que 1 000 € avec l'agrément fiscal. Et comme vous avez pu le voir, notre association, avec un budget de 440 000 €, on a créé et maintenu 500 emplois. Ça veut dire qu'on est à moins de 900 € par emploi. Ça veut dire que quand une entreprise va nous donner 3 000 €, ça va leur coûter 1 000 €, mais ça va permettre de créer et de maintenir 3 emplois sur notre territoire. Donc ça, c'est important, c'est le deuxième axe sur lequel il faut qu'on travaille. Et puis le troisième, c'est les adhésions, parce que on est une structure, mais plutôt sympa. C'est-à-dire que nos porteurs de projets viennent chez nous, on fait toute l'étude, on les aide en amont, en aval. La prestation d'initiative, elle est gratuite. Or, aujourd'hui, rien n'est gratuit. Ça nous coûte. Et donc, l'adhésion me paraît un minimum pour l'ensemble des porteurs de projets et des sociétés et des porteurs de projets et des petites structures qui ont été créées ces dernières années. Voilà, donc c'est avec ces 3 axes-là que j'espère que demain, on pourra améliorer la présentation du compte de résultats et des perspectives 2023 que Christelle va vous faire. Donc, je vais vous présenter le budget d'activité pour l'année prochaine, 2023. Vous avez le comparatif par rapport au réalisé 2022. Alors, les ressources associatives, effectivement, on prévoit à date, au moment où je vous parle, 463 000 €. Donc, une hausse, effectivement, de 27 000 par rapport à cette année, parce qu'effectivement, à date, nous avons déjà eu la confirmation du soutien des différentes communautés de communes et puis des partenariats privés aussi qui sont signés aussi pour l'année 2023. Mais on espère augmenter ces ressources-là parce que, comme vous pouvez le voir sur la dernière ligne, on prévoit quand même presque 40 000 € de déficit en l'état actuel des choses. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on a besoin de vous, on a besoin de votre soutien effectivement pour poursuivre toute la dynamique effectivement d'accompagnement des porteurs de projets.
On a aussi, effectivement, bon, là, vous voyez les contributions volontaires. Alors, il y en a un peu moins aussi cette année. C'est le bénévolat et le mécénat. Mais c'est vrai que là aussi, c'est un appel aussi pour le mécénat de compétences, parce que nous avions la chance, effectivement, d'avoir un mécénat de compétences en 2022, mais il s'achève en 2023. Donc, voilà, c'est effectivement une aide très, très précieuse pour notre activité. Donc, effectivement, ça fait partie aussi d'un petit appel aussi que je lance pendant cette assemblée. C'est bon ? Eh ben, bravo, merci. Voilà de belles perspectives pour cette année 2023. Parmi les entrepreneurs reçus par Patrice, certains se sont fait un nom en très peu de temps. Et c'est le cas de quelques-uns que nous allons pouvoir entendre et voir maintenant. Et celui-là, vous le connaissez. Il s'appelle Steven Ramage. Il a créé les boucheries Ramage. Et boucherie-charcuterie, traiteur, hein, au maillet, à la chasse royale. Évidemment, la question qu'on lui pose obligatoirement, c'est quoi la clé de votre développement, en fait ? Je voulais vraiment construire une famille au sein d'entreprise, et donc il a fallu des années le temps qu'ils comprennent et qu'on puisse après établir une équipe. On est passé par des péripéties un petit peu plus compliquées, et voilà, maintenant ça fait 4 ans qu'on a une très belle équipe. Et en fait, le jour qu'on a acheté la deuxième affaire, en fin de compte, il y a une petite partie qui sont venus avec moi, et puis on a rembauché pour pouvoir remettre une équipe en place. Eh bien, on continue à parler d'équipe, en l'occurrence de conseil d'administration, puisqu'il faut le renouveler comme chaque année. Ça n'a pas beaucoup bougé cette année. Hein. Non, il n'y a que quelques renouvellements, deux, je crois, 2 ou 3. Allez-y, expliquez-nous. On a des renouvellements de membres du conseil d'administration, 2, je crois, et des renouvellements de... Le slide d'après, on le voit mal. Les bénéficiaires. Ah oui, 2 bénéficiaires qui sont renouvelés, eux, tous les ans. Ouais, Sophie Dolon et Lionel Roussel, en l'occurrence. C'est ça. Ouais. Voilà, on les voit là. Ça y est, les membres. Alors, on a donc 2 membres du Collège des entreprises. C'est la société Bourgneuf, donc on espère quand même que la société de notre président va être renouvelée. Ce serait un petit peu triste si Pascal était évincé. Voilà. Et puis on a également la société Via Optima de Gilles Lancelin, qui est également parmi les membres de du bureau de notre association. Tous 2 venant en renouvellement, il est proposé de les renouveler pour une durée de 3 années. C'est 3 ans. Et donc les bénéficiaires dont on a parlé. Ensuite, voilà, il y a les bénéficiaires qui, eux, ne sont nommés que pour 1 an. Ça, c'est la règle de nos statuts. Donc cette année, c'est la société Timothy of Saint-Louis, représentée par Sophie Dolon, qui est là, je crois. Oui, c'est ça, voilà. Et la société Big Mat Ecomois, Lionel Roussel, qui est également là. Et là, il est demandé de les renouveler que pour 1 an, 1 année seulement. Donc voilà, je crois que c'est tout. En renouvellement de mandat de conseil d'administration, il n'y en a pas d'autres. Donc on peut voter alors ? On peut voter. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que vous allez voter pour le renouvellement de nos membres, parce qu'on en a besoin. Donc si personne ne vote contre et si personne ne s'abstient, eh bien, cette résolution est également adoptée à l'unanimité. Quelle efficacité, bravo. Restons dans les personnes de notoriété et en l'occurrence de gastronomie. Cette fois-ci, le secret d'entrepreneur, c'est celui de François Ricordeau, de l'Épicurieux dans le Vieux-Mans, qui, vous le savez, dès sa première année a été cité au Goemio comme jeune talent région Ouest 2018. J'avais noté ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de connaître le parcours de François Ricordeau qu'il nous raconte. J'ai fait un bachelor à Ferrandi. Avant, j'avais fait un bac technologique à Sainte-Catherine, donc au Mans. Et puis, ouais, je suis passé par des belles maisons. J'étais au Georges V à Paris. Je suis passé au Carré des Feuillants, 2 étoiles. Je suis passé au Macandie à Mougins, 1 étoile. Et puis, j'ai travaillé aussi 3 ans avec Olivier Boussard au Beaulieu, à l'époque rue Chanzy. Rue Chanzy. C'était à l'époque rue Chanzy. Rue Chanzy, ouais. C'était à l'époque rue Chanzy et c'était bien. Assez frustrant de regarder des extraits comme ça si courts. Hein. Vous avez envie de regarder la totalité, je vous rappelle que vous pouvez, parce que c'est en replay, c'est facile à trouver sur Internet. Hein. C'est chez LMTV, LMTV Sarthe pour être précis. Bien, on parle de démission du conseil d'administration maintenant. Armel, prenez le micro. Oui, il y a un membre du conseil d'administration qui est démissionnaire, c'est Créavenir. Donc, je pense que Créavenir a été assez longtemps membre, donc on peut véritablement remercier son implication pendant toutes ces années.
Donc, si on peut passer, voilà. On peut peut-être la citer quand même. Il s'agit de Marie-Christine Pipé-Chaudemans. Oui, très bien. Voilà. Le collège, donc c'est dans le collège des organismes financiers, Créavenir s'en va. Donc, il n'y a pas nécessairement, nous avons assez de membres dans le collège financier, donc il n'est pas nécessaire de pouvoir à son remplacement. Donc, on va pouvoir prendre acte de sa démission. Et à défaut de vote contre ou d'abstention, et bien là encore, la résolution sera adoptée à l'unanimité. Donc vous posez la question ou pas? Non. Bon, on est d'accord, ça marche. Quelle efficacité, effectivement. Aïda Duplessis, maintenant. Alors, Aïda Duplessis, ça, c'est un sacré parcours. Pareil, très, très frustrant, parce que là, il fallait prendre un extrait. Bon, l'extrait nous raconte quelque chose d'intéressant. Il faut que vous sachiez que Aïda Duplessis, c'est Maison AD. C'est la création de tissus d'exception, avec des fibres incroyables. Elle va chercher la fibre d'ortie du Népal, par exemple. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est venue s'installer au Mans, parce qu'elle a considéré que le Mans, c'était la porte d'entrée sur le monde. Elle nous l'explique. J'ai commencé à chercher des tisserands, il se trouvait qu'il n'y a plus de tisserands. Il n'y en a pratiquement plus. J'ai commencé à en former et je suis allée dans des écoles de métiers d'art embauchées pour pouvoir m'accompagner dans cette nouvelle aventure et être beaucoup plus proche de mes clients qui sont des architectes, des décorateurs, et c'était beaucoup plus facile pour moi de me rendre à New York, San Francisco, aller un peu partout dans le monde, en Australie, être beaucoup plus proche de mes clients. Vous n'avez pas le début de l'histoire, mais c'est parce que c'est le fait d'être au Mans qui lui permet d'être plus proche de ses clients. C'est fou ça quand même. Bon, si on parlait de la cotisation 2024 maintenant, puisqu'on a parlé tout à l'heure effectivement pour les porteurs de projets de prendre leur adhésion s'ils avaient oublié. Oui, tous les ans, il vous est demandé de voter sur la future cotisation, celle qui sera mise en œuvre à partir de 2024. De ce point de vue-là, on ne change pas beaucoup les règles du jeu, puisque ce sont tous, pour le moment, la même cotisation que celle des exercices précédents, qui est demandée aux particuliers, donc à hauteur de 90 €, aux personnes morales 250 €, et puis après, il y a la cotisation de soutien. Ceux qui veulent donner plus, là, ça peut aller à l'infini et au-delà, si vous voulez. Voilà. Et puis il y a une cotisation spécifique pour les nouveaux entrepreneurs qui viennent d'être labellisés par Initiative. Et pour eux, la cotisation est de 250 € comme une personne morale classique, mais valable sur 2 ans, qui dure sur 2 ans, parce que ça leur fait un petit peu moins lourd dans leur début d'activité. Donc est-ce que vous êtes d'accord? C'est ça la question. Alors voilà, acceptez-vous à défaut de voter. Alors on vote. Quelqu'un est-il contre cette fixation de la cotisation annuelle? Quelqu'un s'abstient-il? Eh bien voilà, la résolution est adoptée. Vous imaginez quelqu'un qui lève la main, on ferait quoi? Eh bien, on serait obligé de débattre et ce serait bien. D'accord. Non, on n'a pas le temps. Passons à Romuald Sella, un autre entrepreneur, jeune entrepreneur, qui a décidé de s'installer en franchise Orchestra au Mans. Vous savez, c'est des vêtements pour femmes enceintes, enfants et puériculture. Une aventure mari-femme. Comment ça se vit? C'est ce qu'il nous raconte. On a l'avantage, et c'était cette volonté de projet, de travailler ensemble. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'un a un coup de blues, l'autre rebondit et lui permet de pallier à ça, et inversement. Donc ça c'est plutôt confortable. Après c'est vrai qu'à la maison, même si ça reste aussi quand même un sujet important pour nous, on essaie quand même de décrocher assez rapidement quand on arrive, mais c'est pas simple. Rien n'est simple, évidemment. Bon, on arrive sur la fin, quasiment, de cette première partie de l'Assemblée Générale, la partie statutaire. Pascal Joubert, c'est à vous de reprendre la parole. On va peut-être, s'installer tranquillement ici. Il y a des photos qui vont apparaître dans un instant, mais avant, on va vous faire défiler le nom des gens qui ont été labellisés, c'est ça? Absolument. En 2022. En 2022. Et ils étaient particulièrement nombreux. Vous pouvez envoyer le petit film de la promo, voilà, on va les découvrir. Voilà, alors juste pour terminer, c'est donc après tous ces chiffres, et donc certains n'étaient pas effectivement peut-être très intéressants, moi je retiens en tout cas toute l'activité de l'année 2022 qui reste une activité très 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 forte, et pour ça je voudrais remercier l'équipe et faire venir l'équipe Initiative auprès de moi, ainsi que le bureau. Et sous vos applaudissements, bien évidemment. Merci beaucoup.
Alors l'équipe, ce sont d'abord les salariés. Donc qui arrive en premier. Alors voilà, toute l'équipe. Alors, et puis ensuite, Valérie, tu peux les présenter? Oui. Alors je vous présente donc Cédric. Eric, donc, qui est en convention de mécénat de compétences chez nous depuis le mois de juin dernier. Lucie, Delphine, Virginie, nos chers retraités Jean-Louis et Luc qui est derrière, donc qui ont été en convention de mécénat chez nous aussi, et que certains et certaines d'entre vous ont certainement vu en pré-comité. Je pense que ça doit laisser quelques souvenirs. Voilà. Marie-Christine, Julie qui est arrivée chez nous en apprentissage, et puis après je vais laisser la parole au président pour présenter le bureau. Alors les membres du bureau, Emmanuel Deray. Bonjour à tous. Jean-François. Je le fais pour Yves, Jérôme, Christelle que vous connaissez, Gilles, pardon, excuse-moi, Armel, Philippe, Nathalie. Voilà, le bureau est au complet. Merci en tout cas à tous et merci à ce que vous avez fait. C'est bon pour les photos. Eh bien, écoutez, merci à tous. Vous allez pouvoir rejoindre la salle puisque ça va bientôt être l'heure de notre conférence. Un dernier portrait quand même avant, puisque comme ça on aura fait les 10 de la saison. C'est Dorine Garnier, de la Maison du Gassot. Vous savez où c'est la Maison du Gassot, hein, évidemment. Elle va nous le raconter. C'est à Saint-Léonard-des-Bois. Elle est co-gérante de l'hôtel-restaurant Bien-être et elle parle de l'activité justement. Au niveau de l'hôtel, on a 26 places de couchage, donc il y a une partie hôtel et une partie gîte. Et au niveau du restaurant, on a à peu près 50 places assises à l'intérieur, et avec les terrasses, on monte à 80. Comment vous le faites connaître aujourd'hui, ce lieu? Beaucoup par les réseaux. Voilà, et pareil, si vous voulez en savoir plus, vous regardez plus longtemps, bien évidemment. Bien, là va apparaître un numéro de téléphone sur l'écran qui est ici. Le numéro de téléphone que vous allez voir, c'est celui que vous allez pouvoir utiliser pour envoyer des questions pendant la conférence d'Yvan Bourgnon et après, bien évidemment, pour alimenter l'échange à l'issue de la conférence. Vous pourrez aussi les poser ces questions de vive voix, rassurez-vous. Hein. L'invité, donc on l'a dit, c'est Yvan Bourgnon, mais pourquoi est-il là aujourd'hui? Je cherche Emmanuel, il est où Emmanuel? Voilà, est-ce que Emmanuel, vous pouvez venir me rejoindre? Voilà. C'est à cause de cet homme-là. Si, on peut le dire. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est surtout grâce à Yvan. Ouais. Et Emmanuel, c'est parce que vous avez connu cette initiative Sea Cleaners qui vous a conquis, on va dire? Complètement. Comment vous l'avez connu d'abord? Moi j'ai fait la connaissance de The Sea Cleaners fin 2019 à l'occasion d'une remise de trophée à la CCI de Versailles, trophée France Internationale ce qui s'appelle. On était présents là-bas et j'ai mon directeur de site sur Paris qui a fait la connaissance de membres de l'équipe d'Yvan, qui m'a parlé de cette belle association et j'ai tout de suite été séduit. Quand je dis j'ai, c'est également tous mes collaborateurs. Alors par le projet en tout cas. Qu'est-ce qui vous a séduit? Pourquoi vous avez décidé de soutenir cette association? Pour deux raisons essentielles. La première, c'est que moi je dirige une entreprise de transport internationaux, donc qui dit transport dit pollution, et on se disait que pour compenser l'impact carbone qui est celui de notre entreprise, qu'il était bien qu'on mène une action de mécénat ou sous d'autres formes en tout cas liée à la préservation de l'environnement, et le sujet que nous a mis sur la table Yvan nous a tout de suite intéressés, et c'est la deuxième raison, c'est qu'effectivement moi je considère que pour ceux qui connaissent un peu la mer, il y a 4 milliards d'années les premiers corps vivants sont apparus dans l'océan. L'océan c'est la vie. Je dis toujours l'eau c'est la vie, alors ma femme et mes amis me disent pourtant t'en bois pas beaucoup, mais
Et c'est la raison pour laquelle le sujet développé par Yvan, qui était de dépolluer l'océan, accompagner ce sujet parce qu'il y a tout le travail qui va être fait pour cette dépollution plastique océanique, mais il y a aussi toute la partie prévention qui est offerte dans la prestation globale de l'association, qui nous intéresse beaucoup, puisque si on se contentait de nettoyer ce que les gens salissent, ça ne serait pas suffisant. Et là, je trouve que l'association a une vision à 360 degrés qui nous intéresse beaucoup. Alors, sur l'aspect prévention notamment, et sensibilisation. Ouais. Philosophiquement, je comprends. Maintenant, concrètement, pour l'entreprise, est-ce que ça apporte quelque chose ? Pour mon entreprise, ça apporte beaucoup. Ça apporte aussi beaucoup à nos clients parce que indirectement, ils contribuent à ce mécénat. On a pris la décision de verser 1 euro par transport géré chaque année. Alors on en gère à peu près 40 000 par an. Ça vous donne une petite idée. Mes salariés, mes collaborateurs sont très enthousiastes et sont très impliqués dans cette aventure. Ils ont à cœur de continuer à développer et de continuer à gérer beaucoup plus de transport. Et nous, on fait pas que du transport routier, on fait du transport maritime et aérien, beaucoup. Donc ça explique aussi pourquoi on est très intéressé par les sujets de la mer. Alors dans un instant, on va rencontrer un homme que vous connaissez déjà. Oui. Vous pouvez nous en dire 2 mots de l'homme ? J'ai eu la chance de rencontrer Yvan qui est venu nous voir une fois qu'on a eu signé la convention de mécénat il y a 2 ans et demi. Moi j'étais bluffé. Alors outre les performances de navigateurs, de grands navigateurs qui sont les siennes, je vous invite à aller voir son palmarès. Il est époustouflant. Je ne le savais pas moi-même, je l'ai découvert quand j'ai découvert Yvan. Il t'a un peu fait les invitations aussi. Hein. Ouais. C'est assez impressionnant. Moi je trouve que c'est un garçon qui est d'une grande simplicité, très accessible, un homme de conviction, un homme de combat, pas seulement dans le sport, la preuve, et puis qui, je pense, a su faire passer le message comme quoi l'océan n'est pas une déchetterie et qu'il faut absolument qu'on puisse nettoyer avec les ambitions qui sont les leurs, parce que le Manta, ça reste quelque chose d'assez pharaonique de prime abord, mais que vous allez réaliser, et ça j'en suis certain, et je suis un peu bluffé par la taille du projet. Ouais. Bon, vous nous mettez l'eau à la bouche. Donc un garçon très bien que je salue au passage. On va l'accueillir maintenant. Voilà. Merci Emmanuel. À bientôt. Yvan Bourgnon, alors ça c'est intéressant parce que Yvan, vous êtes d'une famille franco-suisse, hein, on est bien d'accord ? Voilà, et la Suisse, c'est pas le premier pays auquel on pense quand il s'agit de la mer, quoi. Hein. Et pourtant, vous êtes dans une famille de marins. Et pourtant, les marins suisses, c'est ceux qui naviguent le plus dans le monde. On ne sait pas ça, mais c'est ceux qui pratiquent le plus la voile dans le monde entier. D'accord. Plus que les Français, plus que les Néo-Zélandais. Ce sont les Suisses. La mer, vous la connaissez depuis tout petit. Votre premier tour du monde, c'est à 8 ans et pendant 4 ans avec vos parents, c'est ça votre famille ? Tout à fait, oui. Oui, ça a commencé mal. Déjà, j'ai été conçu sur la mer. J'ai traversé 2 fois l'Atlantique avant de naître, donc voilà. Et puis là, oui, mes parents ont eu la chance de nous emmener faire le tour du monde, et ça, c'était la vraie belle idée. Ouais. Et de la Suisse, ils ont décidé à s'installer en Pays de Loire, à Saint-Brévin après. Exactement, ils étaient boulangers en Suisse, donc c'était pas vraiment le plan de faire tout ça, mais voilà, ils se sont retrouvés après en Loire-Atlantique et au plus près de l'océan. Alors parmi les personnes qui sont là, certaines se posent peut-être la question de savoir, mais Bourgnon, il y en a un autre, il s'appelle Laurent, et ben c'est avec lui que vous avez gagné la Transat en double Jacques Vabre en 97, on est d'accord ? Exactement. Et c'est votre... Mon frère aîné, et un grand souvenir qui malheureusement a disparu en mer dans un accident de plongée en 2015, donc il nous manque terriblement. Mais avec lui, j'ai eu une tranche de vie incroyable où j'ai partagé vraiment des courses incroyables, des records à la voile. On était dans les années 90 où vraiment la voile se développait très vite, donc c'est des souvenirs forcément formidables. Bon, il faut quand même juste parmi les exploits que vous avez faits en citer un, enfin moi je le trouve extraordinaire, le premier tour du monde sur catamaran non habitable de 6,30 mètres, sans GPS, en faisant le point à l'aide d'un sextant et de cartes papier, c'est ça ?
Ça peut encore se faire. Oui, j'encourage les autres à le faire aussi. Hein. Et d'ailleurs, il y a une femme, là, une Sud-Africaine, qui vient de gagner, remporter une course qui s'appelle la Golden Globe, qui est ce tour du monde qu'ils essayent de faire à l'ancienne avec des bateaux de 36 pieds. Mais moi, j'ai voulu pousser un petit peu plus le bouchon en essayant de naviguer plutôt sur un catamaran de sport, un bateau qui est plutôt fait pour naviguer un baie de Quiberon, et essayer d'aller au-delà des limites en faisant le tour du monde avec ce petit bateau, mais sans recevoir d'assistance extérieure, c'est-à-dire pas d'écran, pas de GPS pendant 1 an et demi, pas de météo, pas de GPS, rien du tout. Je vous invite à faire ça. 1 an sans écran, c'est absolument fabuleux. Et quand vous dites pousser le bouchon, là, du coup vous étiez un bouchon sur l'océan, j'imagine. Oui, mais j'ai vécu des moments extraordinaires de complicité avec la nature, les animaux, les dauphins. C'était sympa. Voilà, je voulais pas aborder le sujet que vous allez nous présenter ce soir. Ouais. Le sujet que vous allez nous présenter ce soir, c'est une formidable aventure aussi, une autre aventure, ça s'appelle The Sea Cleaners, et je vous laisse 3 quarts d'heure pour nous raconter cette belle aventure, nous convaincre, j'en suis sûr, et puis après peut-être des questions-réponses avec le public. Avec grand plaisir. Hein, ça sera... Merci en tout cas de cette invitation. C'est vrai que j'ai pas beaucoup l'occasion de venir au Mans, et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous rencontrer aujourd'hui. Même si les océans ne sont pas si loin. Et puis voilà, donc effectivement, ma nouvelle vie depuis 7 ans maintenant, c'est plutôt la protection des océans, l'écologie, même si j'essaie de toujours naviguer. Et franchement, quand j'ai fait ce tour du monde en catamaran de sport, c'est là où vraiment j'ai pris une vraie claque, et j'ai pris vraiment conscience de cette pollution, parce que je me suis retrouvé en fait avec ce petit catamaran à ras de l'eau, en train de ramasser ces morceaux de plastique le long de l'Indonésie, du Sri Lanka, des Maldives, pendant près de 2 mois de navigation. Et Dieu sait si j'étais agacé et vraiment écœuré, parce que vous imaginez que quand j'ai fait ce tour du monde, le même avec mes parents petits, à l'âge de 8-12 ans, il n'y avait pas vraiment de pollution. C'était extrêmement rare de rencontrer un sac plastique. Et donc je me suis rendu compte que c'était moi, ma génération, les 30 dernières années. Et c'est là que ça s'est passé. C'est là qu'on a vraiment détruit ces océans. Et donc quand je suis rentre de ce tour du monde en 2015, je me dis qu'il faut passer à l'action, il faut faire quelque chose, et en fait on est un petit peu comme la prise de conscience qu'on a eue dans les années 80 pour le carbone. Vous savez, dans les années 80 on a commencé à se dire voilà, il faut faire des choses pour éliminer le carbone et tout, puis c'est vraiment dans les années 2000 que ça a vraiment réagi. Les océans, c'est un petit peu la même chose. C'est un peu aujourd'hui on est encore en retard sur le domaine. On est en train de se dire qu'il va falloir faire quelque chose, et on a l'impression que ça va réagir plutôt dans les années 2040. Et donc là, on se dit que les ONG ont vraiment une place importante à faire, parce que les États sont un peu dépassés par ça, n'ont pas vraiment les moyens d'agir. Et contrairement au carbone, où les entreprises peuvent vraiment agir directement, parce qu'elles peuvent déjà changer leur système pour faire des économies de carbone, pour compenser, etc. Donc elles peuvent vraiment interagir tout de suite sur le carbone. Autant sur les océans et la biodiversité, c'est beaucoup plus complexe. Et évidemment, il y a des leviers d'action, mais évidemment sans l'action des ONG, c'est difficile d'intervenir, comme dans l'humanitaire. S'il n'y avait pas les ONG, on n'aurait jamais résolu le problème évidemment de la famine en Afrique. Donc du coup, en fin 2016, on crée l'association The Sea Cleaners, et puis en fait le réflexe que j'ai à ce moment-là, c'est de me dire mais bon Dieu, évidemment il faut sensibiliser, évidemment qu'il faut changer les mentalités, changer les comportements et tout, et on va se battre pour ça, mais est-ce que c'est suffisant? Et en fait, pas du tout, parce qu'on s'est rendu compte que la pollution de plastique des océans, c'était 12 millions de tonnes de plastique chaque année, et que ce chiffre allait probablement faire x10 d'ici 2100. Alors il y a des pays comme l'Europe et tout ça qui sont de plus en plus exemplaires, mais nous qui avons voyagé, on voit très bien que quand on va en Birmanie, au Bangladesh, au Nigeria, ça va être de pire en pire. Puis en fait, la courbe, avant qu'elle s'inverse, il va se passer quelques décennies encore. Et donc on voit bien qu'en fait, dans les 50 prochaines années, il n'y a aucune espèce de chance qu'à l'échelle mondiale, à l'échelle globale, la courbe s'inverse, quoi. Et donc du coup, l'éducation, la sensibilisation, évidemment que c'est ça qui va résoudre le problème à long terme, mais en fait c'est pas suffisant. C'est comme si on disait en fait on va arrêter de ramasser les déchets dans la rue, on va arrêter de faire des camions poubelles, on va rester faire tout ça, et puis on va dire aux gens on va vous éduquer, on va revenir à l'ancienne comme en 1940, vous allez manger que du compostable, et on va pas mettre toutes ces infrastructures pour gérer les déchets, on va
pas mettre de camion poubelle pour ramasser les déchets, parce qu'on va mettre tout le paquet pour la sensibilisation. Et en fait, on sait que c'est utopique, on sait que c'est pas réaliste. Et oui, il faut sensibiliser les gens pour qu'ils mangent de plus en plus de compostables, mais le plastique, il sera malheureusement dans notre quotidien encore pendant des centaines d'années, et il a aussi ses avantages. Donc évidemment, il ne faut pas en abuser. Le plastique qui est dans les voitures, il est intéressant parce qu'il allège les voitures et il permet de consommer moins de carburant. Celui qui est dans les hôpitaux, il est absolument nécessaire pour notre santé. Mais celui qui est dans les supermarchés, par contre, celui-là, c'est le plus terrible. C'est celui qu'on retrouve malheureusement dans les océans. C'est celui qui vraiment, on sait que si on éliminait 40%, de la totalité des sacs plastiques et des bouteilles d'eau plastique, par exemple, sur notre planète, on enlèverait 40% de la pollution des océans par les plastiques. Donc vous voyez que, ce qu'on retrouve vraiment dans ces supermarchés, c'est une catastrophe. Et même des pays comme la France, la Suisse, tout ça, on est bourré de plastique aujourd'hui autour des madeleines, du jambon et de tous ces ingrédients. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut s'acharner pour qu'on puisse vraiment éliminer de nos caddies ces plastiques. Donc on a évidemment le vrac qui est intéressant, on a le carton aussi qui est quand même une super alternative, on a le verre qui, quand il est revalorisé sans faire trop de transport, il est aussi intéressant. Et donc il faut vraiment favoriser à tout prix ces éléments-là, et puis arrêter de penser que le plastique qu'on met dans la poubelle jaune, il va revenir en fait de manière recyclée dans le supermarché. Alors certes, c'est des innovations technologiques dont on entend parler, mais aujourd'hui, ce qui est recyclé globalement va permettre peut-être de refaire une bouteille d'eau PET 3, 4, 5 fois, va peut-être permettre de faire une table en plastique, une chaise, des éléments intéressants. Mais en tout cas, le plastique qui est au contact de votre jambon, de votre yaourt, etc., c'est toujours de la matière vierge, parce qu'on ne peut pas mélanger des plastiques recyclés comme ça et après maîtriser ces caractéristiques intrinsèques. Forcément, comme il y a des toxicités qui sont dans ces plastiques, il y a des pare-feux, il y a des tas de produits qui sont pas très bons, forcément après on peut pas mettre ces plastiques au contact des aliments, et donc du coup le plastique du jambon, le plastique du yaourt, c'est toujours de la matière vierge, c'est toujours du carbone, c'est toujours du CO2, et c'est celui-là qu'on veut vraiment supprimer de notre société de consommation. Mais voilà, mais aujourd'hui, on a des pays où la question qui se pose, c'est de trouver 1 euro pour manger le jour même. Et forcément, le plastique, c'est pas leur préoccupation, il va dans la nature. Et donc nous, chez The Sea Cleaner, on s'est dit que effectivement, peut-être qu'en Europe, les choses ont été un peu différentes parce que la pollution, elle est arrivée progressivement depuis 1950. La sensibilisation s'est bien améliorée petit à petit. Mais voilà, même si on n'est pas encore exemplaire, on a réussi à contenir à peu près les choses. Mais là-bas, c'est pas le cas. Donc la pollution, elle arrive à Mach 2, la consommation, elle arrive à Mach 2. Les gens ont accès justement avec leur petit pouvoir d'achat, ils ont accès à ces plastiques et donc ils ne le gèrent pas. Donc les Veolia, par exemple, n'a qu'une seule usine de recyclage de plastique en Indonésie, alors qu'elle pourrait en avoir sans problème 200. Et pourquoi elle n'en a pas 200? C'est pas parce que on peut pas les faire, c'est parce qu'en fait, recycler le plastique, ça coûte cher. Aujourd'hui, les entreprises de plastique françaises sont indemnisées. À part le PET, le bon PET de la bouteille d'eau, globalement, les autres plastiques, c'est toujours un surcoût. Donc peut-être que quand le prix du baril de pétrole sera à 15 € le litre, le plastique deviendra un peu plus rentable au niveau du recyclage notamment, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, et donc du coup forcément ça intéresse pas trop. On aime bien recycler le carton, le métal, le verre, tous ces matériaux là, mais le plastique, on est plutôt content de faire un trou dans la terre et de les enfouir, et c'est le cas aujourd'hui de 45 ou 50% des plastiques en France. On fait encore des trous sous la terre, on les met dessous, et c'est ce qui coûte pas trop cher et c'est ce qui est valorisé, sauf que on oublie que les bâches qu'on met sous la terre vont forcément craqueler avant les 500 ans où le plastique va finir par se décomposer, et évidemment les nappes phréatiques, les sous-sols, tout ça vont être relativement atteints. Donc voilà, donc du coup The Sea Cleaner, nous on a décidé d'agir un peu à tous les niveaux, à la fois sur terre comme sur mer, en se disant ce qui compte aussi, c'est de collecter les déchets. On va les collecter à terre, on va les faire des collectes, on va aller sur les plages, on va aller dans les usines, on va aller partout, mais après tout, est-ce qu'on peut pas aussi collecter sur l'eau? Parce qu'en fait, la totalité
quasiment 80% des déchets plastiques qu'on retrouve sur la mer, ce sont les déchets qui viennent de la terre, du Mans, de Berlin, de très loin parfois. Ces déchets partent dans la nature, partent dans les ruisseaux, dans les rivières, dans les fleuves et finissent toujours à la mer. Et donc du coup, en fait, on s'est dit, aller chercher les plastiques au milieu du Pacifique, dans le 7e continent, ça va être une épine dans une botte de foin. Aller se poster dans un embouchure d'un grand fleuve, là où justement tous les plastiques finissent par arriver, quelques jours ou quelques semaines après le moment où le déchet part dans la nature, là il y a peut-être une opportunité parce qu'il y a une espèce de concentration de plastique qui se fait à ce moment-là. Moi, on a été voir les embouchures du Mekong, du Yangtze, du Gange. Je peux vous dire que là, vous mettez des bateaux qui traversent le fleuve 40 fois par jour, il ne pourra jamais collecter la totalité. Et donc, c'est ça qui nous a interpellés. On s'est dit, mais là, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, on s'est dit, on va essayer d'inventer des bateaux qui vont être capables d'aller dans ces fleuves, ces rivières, ces embouchures près des côtes pour aller collecter ces déchets avant qu'ils partent justement dans le 7e continent, avant qu'ils se déciment, parce qu'au début le déchet il est dans sa matière originale et donc il n'est pas décomposé, donc c'est l'occasion de le récupérer finalement. Et donc on a lancé en 2017 un vaste programme avec notamment l'invention d'un grand catamaran ou d'un grand trimaran, on ne savait pas trop à l'époque encore, d'un grand bateau géant qui serait capable de ramasser pour la première fois à grande échelle les déchets plastiques. Donc on a appelé ça le projet Manta. Et puis avec ce bateau, on s'est dit, on verra. On ne sait pas aujourd'hui, tout le monde critique le projet, mais est-ce qu'il va être capable de ramasser ? Il faut lancer les études. On a cette chance en France d'avoir les meilleurs ingénieurs dans le naval, les meilleurs ingénieurs dans les énergies renouvelables. On a vraiment des gens exceptionnels et donc on a mis toutes les belles entreprises françaises que vous connaissez, Altran, Air Liquide, le CEA à Grenoble et plein d'autres entreprises autour de la table et on les a fait travailler pendant 5 ans. 50 000 heures d'études, des milliers de réunions, vraiment des choses exceptionnelles qui se sont passées pour vraiment essayer de tirer la quintessence de tout ce qu'on sait faire de bon en France, parce qu'on n'est pas mauvais dans le domaine. Et on s'est un peu entêté dans le domaine, on s'est un peu remis en cause souvent, mais aujourd'hui, on est en train de terminer les études de ce bateau, le Manta, qu'on vous présentera tout à l'heure. Alors dans un premier temps, je vais vous présenter d'abord le film de l'association qui va vous montrer un petit peu ce qu'une association comme The Sea Cleaner est capable de faire, de la sensibilisation jusqu'à la collecte en passant par les missions scientifiques. Ça sort de l'entendement, simplement la phrase « et si on nettoyait les océans ?» Choquée quand j'ai vu certaines images. Pour moi, c'est devenu incontournable, une remise en question. Les industriels s'intéressent sérieusement au problème. Premier geste écolo. La protection des vers, comment ça terre. On est les premiers à vivre vraiment les conséquences. C'est nous qui avons foutu ce bordel. C'est maintenant qu'il faut le faire pour dans 10 ans. Plus on sera nombreux, au plus on ira loin, quoi. Sailboat that recycles collected plastic trash from seas. As a world-renowned sailor, Yvan Bourdignon, l'espoir d'une planète plus propre. Merci.
Merci beaucoup. Donc les océans, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais les océans, on le sait encore peu. Hein, il y a 2 grands poumons sur la planète, il y a la forêt, la terre, la biodiversité terrestre, et puis il y a les océans. Il y a 7-8 ans encore, on disait que pour sauver l'humanité, il fallait sauver l'Amazonie, il fallait sauver les forêts. On ne parlait pas des océans. Il n'y a vraiment que dans les derniers rapports du GIEC où on voit enfin l'océan arriver. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, le puits de carbone le plus important sur la planète, c'est quand même l'océan. 15% du puits carbone, c'est la forêt, et 25% l'océan. Donc en fait, l'océan est bien plus important encore que la forêt pour absorber tous ces excès de chaleur. Et donc en fait, quand on toxicifie, quand on acidifie en fait les océans, en fait, on vient réchauffer l'océan, et les Gulf Stream, les courants d'eau froide, ne jouent plus leur rôle de régulateur du climat. Et donc du coup aussi, en détruisant l'océan, en fait, on impacte au fil le carbone. Et aujourd'hui, on s'est beaucoup concentré depuis 30 ans sur l'impact carbone sur Terre, mais ce qui se passe sur la mer, en fait, c'est toujours loin des yeux, loin du cœur. On s'en est pas vraiment préoccupé. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que les entreprises comprennent qu'elles peuvent agir directement sur leur consommation, sur leur fabrication, sur leurs produits. Mais en fait, ce qui se passe dans l'océan, c'est un peu, ça les concerne moins. Et donc, du coup, voilà, c'est quelque chose qui est arrivé tout à fait récemment. Et donc, on a besoin de prendre soin de ces océans à tout prix. Et puis, on a 1,5 million d'animaux marins qui meurent chaque année de ces plastiques. L'ONU a estimé en 2014 que les dégâts provoqués rien que sur la pêche et le tourisme étaient évalués à 14 millions de dollars par rapport à ces dégâts du plastique. Et donc, quand on voit que les pays riches sont les pays les plus consommateurs de plastique, on voit bien que ça ne va pas s'inverser tout de suite. La Suisse, je vais souvent en Suisse parce que je suis suisse, ils pensent qu'ils sont hyper exemplaires au niveau écologique. Quand je leur fais comprendre qu'ils sont le 3e pays le plus consommateur de plastique au monde par habitant, là, ils comprennent qu'ils ont aussi besoin de changer des choses par rapport à ça, évidemment. Et donc, évidemment, vous êtes tous concernés, quoi. Tout le monde peut agir, tout le monde peut interagir là-dessus. Les particuliers, les entreprises, tout le monde doit mettre sa part à l'édifice dans ce truc-là. Et c'est vrai que la tendance qu'on a aujourd'hui en France et en Europe, c'est de se dire, mais on est le continent le plus exemplaire, on est un des pays les plus exemplaires. Donc les autres, ils ont qu'à faire comme nous, en fait. Et en fait, ça ne marche pas. Si on ne va pas donner un coup de main au Bangladesh, si on ne va pas donner un coup de main à ces pays-là, il va pas se passer grand-chose dans les 30 prochaines années, ça je peux vous le garantir. Et quand vous achetez un ordinateur à l'autre bout de la planète, cet ordinateur, il faut savoir qu'il a généré 1,5 tonne de déchets à sa fabrication, et il y a seulement 10% de ce déchet qui est géré. Donc ça veut dire qu'il y a 90% de ce déchet-là qui va finir dans les décharges publiques, dans les nappes phréatiques, dans la nature, dans l'océan. Et donc forcément qu'on est concerné, forcément que quand on achète ce putain d'ordinateur, cet iPhone, on doit se dire, j'achète un ordinateur, il y a 1 tonne de déchets qui part là dans la nature tout de suite. Et ça, comment on peut rester impassible à ça? On doit passer à l'action. C'est à l'autre bout de la planète, certes, mais on ne peut pas se dire c'est leur problème, c'est leur boulot. Non, nous, occidentaux, on doit se dire, voilà, maintenant on achète ça et on va passer à l'action, on va se retrousser les manches et on va aller agir. Et en fait, politiquement, c'est vrai que c'est hyper dur parce qu'on a tendance à dire, voilà, c'est la responsabilité des États. Mais je peux vous dire que quand on va voir le gouvernement français, ils nous disent, mais nous, on fait ce qu'il faut en France. Quand on va voir l'Europe, nous, on fait ce qu'il faut en Europe. Donc en fait, chacun se reporte le problème. Et donc, il y a peu de budget qui est mis dans tout ça. Le ministère de l'écologie avait voté un budget de 13 milliards, pas voté, mais avait décidé de mettre un budget de 13 milliards dans l'écologie, je ne sais pas si vous vous souvenez, en novembre dernier. Au final, Elisabeth Borne, elle a décidé de retirer purement et simplement la totalité des 13 milliards par rapport à la crise économique. Et donc, ça veut dire que le ministère de la Transition écologique, ils ont 0 balle. Ils n'ont pas un copec à mettre là-dedans. Et donc, s'il n'y a pas un copec mis par les États, pas un copec mis par les particuliers, qui peut agir d'après vous? Il n'y a que les entreprises. Et c'est pour ça que je suis là avec vous. C'est parce qu'il n'y a que les entreprises qui peuvent participer à ce changement. Aujourd'hui, on prend le marché de l'environnement, donc en France, qui est un des pays pourtant qui se mobilise le plus. Aujourd'hui, on prend tout le marché de la donation en France, il n'y a que 9% de toutes les donations qui est consacrée à l'environnement. Vous mettez, j'ai rien contre la religion, mais vous mettez la religion, les chiens et chats et les monuments historiques,
qui sont certes nécessaires, mais tout ça ne va pas sauver l'humanité demain. Ben ça, vous avez déjà les 2/3 des donations françaises. Et donc, vous voyez bien qu'il y a un problème quelque part, quoi. On ne met pas l'argent où il faut, quoi. Et l'argent, il est du côté des entreprises. Et donc, même aux États-Unis, c'est encore pire. Aux États-Unis, c'est 3%. 3% des dons vont seulement dans l'environnement. Alors qu'on est au bord d'une catastrophe. Donc c'est vrai que moi, ça me sort des gonds. J'ai envie de les défoncer, quoi. Leur dire, putain, les gars, il faut y aller, il faut participer. Et dans les ONG, moi j'ai été bluffé de ce qui se passe depuis 7 ans. J'ai rencontré des ONG exceptionnelles. Il y a des gens qui luttent contre la surpêche, contre le plastique, contre tous ces problèmes environnementaux. Il y a des gens hyper efficaces sur le terrain. Il y a vraiment des gens incroyables. Et donc ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas les moyens. Les VVF, les Surfriders, tous ces gens-là, ils ont 0 balles. Et donc il faut absolument leur donner les moyens. Et les États ne leur donneront pas parce qu'ils n'en ont pas des moyens. Les particuliers font ce qu'ils peuvent. Et donc, c'est aux entreprises. Il n'y a pas le choix. Donc oui, les entreprises qui ne dégagent pas de bénéfices ne peuvent rien faire. Mais bon Dieu, une entreprise comme Total, rien que Total, pourrait mettre la totalité du budget français qui est dédié à l'environnement. C'est 220 millions d'euros aujourd'hui en France qui est dédié à l'environnement. Vous vous rendez compte, c'est le chiffre d'affaires d'une PME peut-être que vous avez, vous, ici, aujourd'hui. Même Total pourrait mettre la totalité déjà de ce budget à lui tout seul. Mais ce n'est pas 220 millions d'euros qu'il faut, c'est 220 milliards. Et donc, forcément, si nous, on n'y va pas, et si on ne met pas la main à la poche, on n'y arrivera pas. Donc nous, The Sea Cleaner, on est très bons. On a levé 25 millions d'euros depuis 6 ans, mais on est très loin du compte. Il nous faut des bateaux comme ça, il nous en faut 500. Comme vous allez voir, des petits, comme vous allez voir aussi sur les images, il nous en faut 5000. Et avec ces 5500 bateaux, on enlève 80% de la pollution des océans. Et pour tout ça, pour un investissement qui représente moins de 2 milliards par an. Et qu'est-ce que c'est 2 milliards à l'échelle de la planète? C'est rien du tout. On a dépensé je ne sais combien de milliards juste pour les tests Covid en 2019 qui ont servi à rien. Donc voilà, donc il ne faut pas me dire qu'il n'y a pas l'argent quelque part. Donc c'est sûr que quand Macron dit c'est quoi qu'il en coûte pour la lutte contre le Covid, putain mais cet abruti, il aurait dû déjà dire que c'est quoi qu'il en coûte pour lutter contre le problème du réchauffement climatique et des océans. C'est bien plus prioritaire que le Covid. Comment il peut dire ça pour le Covid, le gars? C'est bien, il y a des priorités qui sont bien plus hautes que ça. Donc voilà, donc il faut vraiment que ces politiques, ils dégagent et qu'on les remplace par des gens qui ont la conscience réelle de ce qui se passe vraiment sur le terrain. Donc s'il vous plaît, faites le balai de ces gens-là. Il n'y a pas d'autre choix. Voilà. Donc désolé, je suis un petit peu remonté, mais... Voilà. Donc pour revenir sur The Sea Cleaner, donc on a travaillé dur pendant 5 ans et je vais vous présenter ce bateau. Donc pareil, quand on a lancé ce projet, on nous a dit mais qu'est-ce que tu te fais chier Yvan? Fais-nous un bateau, un remorqueur, prends un remorqueur au port de Saint-Nazaire, tire des filets et tu vas aller ramasser tes plastiques. Et nous, il y a 7 ans, on s'est dit mais non, on va pas faire ça. Un remorqueur, ça consomme 40 tonnes de gasoil par jour. On va pas consommer 40 tonnes de gasoil pour ramasser 40 tonnes de plastique. Ben non, il faut un truc cohérent. Un jour, on va mesurer notre impact carbone à nous-mêmes aussi, même si on est dans l'environnement. Donc on s'est entêté depuis le début à se dire, si on sort un bateau, il va falloir qu'il soit recyclable à 85%, il va falloir qu'il utilise le vent, le soleil, le plastique comme source d'énergie, il va falloir le faire évoluer. Et au début, c'était un simple bateau collecteur de déchets, et vous allez voir que ce bateau qui était un simple collecteur de déchets au départ, on en a fait un bateau usine qui est capable de collecter des déchets à grande échelle et de les traiter directement à bord. On a fait en sorte que ces déchets puissent être traités comme source d'énergie pour directement alimenter le Manta, si bien qu'on a inventé le premier bateau qui est capable de 2000 tonnes, qui est capable d'utiliser seulement 25% d'énergie fossile. Si vous comparez ça à n'importe quel navire aujourd'hui, même d'un bateau à un cargo à voile, il va limiter de 4, 5, 6, 7% son empreinte carbone
grâce à ces agréments, grâce à ces voiles qu'il va mettre dessus. Et là, nous, on est seulement à 25% d'énergie fossile, donc on a vraiment utilisé des prouesses technologiques incroyables. Et moi, en tant que marin, évidemment, je me suis dit qu'il faut faire réutiliser le vent. Évidemment qu'il faut faire un bateau à voile, comme on faisait avant avec les clippers. On chargeait les clippers de marchandises et on transportait des milliers de tonnes de marchandises d'un bout à l'autre de la planète. Simplement, on ne le faisait pas à 20 nœuds à fond la caisse, on le faisait à 5 nœuds, à 4 nœuds. Les marchandises mettaient 3 mois, 4 mois pour venir d'Asie, mais elles finissaient par arriver ici. Là, maintenant, la CMA-CGM, cette société qui a battu tous les records de bénéfices en 2022, eux, leur mentalité, c'est de construire les bateaux les plus rapides du monde pour consommer un maximum de gasoil pour que les voitures Toyota, elles n'arrivent pas en 2 mois, mais elles arrivent plutôt en 1 mois de l'Asie Sud-Est. Mais c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Il faut ralentir le système. Il faut dire, voilà, on va faire des cargos à voile, ils vont marcher cassineux. Cette putain de voiture Nissan, on va la recevoir que dans 3 mois, dans 4 mois, mais on s'en fout. Et en fait, on marche à l'envers là-dessus. Et Sadé, qui est à la tête de CMA-CGM, mais on doit aller le défoncer. Il comprend rien. Il fait exactement le contraire de ce qu'il faut. Et personne ne lui met des barrières dans la route. Aujourd'hui, il a dégagé plus de bénéfices que Total. Le mec, il veut même pas nous ouvrir les portes. Il est quand même, il mène des bateaux qui traversent les océans, et la protection des océans, il s'en branle. Comment c'est possible? Comment c'est possible que ce gars-là, on le laisse parler? Voilà, Voilà, donc je vais vous présenter le projet Manta. Voilà, et vous allez découvrir sur ce bateau aussi les petits bateaux qu'on sait faire fonctionner, dont je vous parlerai juste après, de manière indépendante. À tout de suite. « 17 tonnes de déchets plastiques se déversent dans les océans chaque minute, soit 10 à 12 millions de tonnes chaque année. Bienvenue à bord du Manta, un géant des mers unique au monde, conçu pour défendre les océans en apportant une réponse complète, corrective et préventive pour lutter contre la pollution plastique. Tel la raie Manta qui se nourrit en filtrant l'eau de mer, le Manta avale les déchets plastiques flottants à partir de 10 mm, les transforme à bord en énergie ou les rapporte à terre pour y être valorisés. Le Manta est capable de ramasser jusqu'à 3 tonnes de déchets par heure. Dans les eaux côtières, 3 systèmes de collecte de surface piègent les plastiques jusqu'à 1 mètre de profondeur. Les zones peu profondes, trop étroites, sont traitées par les Mobula, 2 bateaux polyvalents qui vont collecter les microdéchets, les macrodéchets, les hydrocarbures. Ils peuvent ramasser et stocker jusqu'à 10 mètres cubes de déchets dans les eaux côtières agitées, les fleuves à fort courant, mais également dans les eaux calmes et protégées. Les macrodéchets flottant à la surface de l'eau sont aspirés à l'intérieur du Manta par des tapis collecteurs situés entre les coques, puis dirigés vers l'usine de traitement des déchets au cœur du bateau, où ils seront transformés en énergie. Ils sont acheminés vers l'unité de tri, où des opérateurs les séparent manuellement selon leur nature. Les déchets en métal, en verre ou en aluminium sont stockés pour être recyclés à terre localement. Les matières organiques sont remises à l'eau. Les déchets plastiques broyés puis compactés pour accroître leur densité sont envoyés vers l'unité de conversion énergétique. Pièce maîtresse du Manta, l'unité de conversion énergétique va porter les déchets à haute température pour les transformer en gaz de synthèse. Au cours de ce processus, les émissions de chaleur et les gaz résiduels sont récupérés pour couvrir les besoins du Manta et préserver l'environnement. Le gaz entraîne un groupe turbo-alternateur pour produire l'électricité alimentant l'ensemble des équipements du Manta. Son usine de traitement des déchets, son poste de pilotage, ses batteries et ses groupes de propulsion. Le Manta est ainsi capable de traiter 100% des déchets collectés à son bord avec l'objectif d'en collecter 5 à 10 000 tonnes par an. Le Manta
Manta est alimenté par des sources d'énergie renouvelables et doté d'une propulsion hybride grâce à ses gréements automatisés. C'est un ambassadeur des technologies de navigation propre avec une empreinte environnementale minime et un objectif de 75% d'autonomie énergétique en moyenne. Centre mondial de recherche sur la pollution plastique, le Manta accueillera aussi des missions scientifiques. Lors de ces escales, il sera ouvert au grand public comme plateforme de sensibilisation et de prévention. Parcourant les estuaires et embouchures des grands fleuves, longeant les côtes des pays les plus impactés au monde par les déchets plastiques, le Manta incarne le message qu'il est possible et urgent d'agir pour les océans. Merci. Donc là, on est en plein appel d'offres de chantier naval. On va pouvoir annoncer à la fin de l'année quel chantier naval sera choisi. Ça sera en Europe, malheureusement pas en France, parce que les chantiers navals en France sont soit complets, soit trop grands, soit trop petits. Donc malheureusement, on n'a pas trouvé le chantier qui allait bien en France, mais ça sera peut-être en Espagne, en Hollande, en Turquie ou en Pologne. Ce bateau vaut 42 millions d'euros au jour d'aujourd'hui, avec les cours évidemment qui sont montés, du métal et tout ça. Les petits mobulas que vous avez vus sont plutôt à 300 000 euros. Ce qui est intéressant des petits, c'est qu'ils peuvent vraiment aller dans les eaux calmes, dans les fleuves, dans les rivières. Donc c'est très complémentaire. En fait, on a une flotte de 3 bateaux différents. Et avec les 3 bateaux, en fait, on arrive à couvrir globalement toutes les problématiques. On a déjà notre premier petit bateau qui est en action à Bali, qui travaille tous les jours. On en a 3 autres en construction. Et puis, le Manta, il faut qu'on termine de le financer. On a une grosse partie du financement déjà, puisqu'on a financé en tout cas déjà 8 millions d'euros d'études. Et donc, c'est bien avancé. Et c'est vrai qu'il y a 2-3 ans, j'étais encore un peu inquiet parce qu'on ne savait pas si on allait pouvoir sortir ce bateau du chapeau. Et il a été approuvé par le Bureau Veritas il y a 6 mois, et donc ça a été vraiment un dénouement énorme. Et pour autant, vous l'avez vu, il n'est pas encore entièrement financé. C'est pour ça que je suis très agacé et très remonté de ne pas encore avoir réuni les financements sur une cause qui est aussi importante, utile et sur laquelle on sait qu'on va être efficace. Mais ça va venir. Et donc les gens, les entreprises qu'on rencontre, c'est souvent venez nous revoir en 2027, quand vous aurez prouvé que votre bateau est efficace, on vous donnera de l'argent. Donc c'est un peu facile, parce que c'est vrai qu'on cherche aussi des visionnaires, on cherche des gens qui ont envie d'écrire la page de la dépollution des océans avec nous, parce que là on a vraiment la clé là-dessus, on a vraiment de quoi être sur le terrain, on a vraiment de quoi fabriquer ces 5000 bateaux en moins de 2 ans sur l'ensemble de la planète. Il y a assez de chantiers navals pour le faire. Donc en fait, si à partir du moment où il y a les entreprises qui ont initié ça, à partir du moment où on aura montré en 2026-2027 avec les chiffres la collecte que ces bateaux sont capables de faire, je peux vous assurer que derrière ça va s'empiler. Mais c'est vrai qu'encore on a ce réflexe politique de dire mais non, on va résoudre le problème à la source, il n'y a que comme ça qu'on va résoudre le problème. Et ça c'est idéaliste, c'est bien, mais c'est pas concret, ça correspond pas au terrain, et c'est surtout pas suffisant, parce que quand vous ferez la meilleure des éducations et sensibilisation et la meilleure des collectes, il y aura toujours trop de plastique dans les océans. Donc on fait quoi? On reste les bras croisés? Non, il n'y a pas le choix, il faut y aller, Et donc voilà pour ma présentation. En tout cas, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que Sea Cleaner, c'est 2000 bénévoles aujourd'hui en France, donc il ne faut pas hésiter à nous rejoindre, parce qu'on a des gens qui viennent collecter les déchets partout avec nous, partout en France. Il y a 14 délégations régionales. Il y a des gens qui viennent participer à des événements type Armada, Vendée Globe et tous ces grands événements sur lesquels on fait de la représentation, on fait aussi de la collecte de fonds avec nos bénévoles, on fait tout un tas de choses. On est bien organisé et on fait vraiment, même en France, déjà beaucoup de choses. On est présent aux Émirats, en Italie, en Espagne, à Bali et bientôt dans d'autres pays. Donc on a vraiment aussi cette volonté évidemment de déploiement international qui est indispensable. Et puis n'oubliez pas que il y a beaucoup de petites entreprises ici, et souvent on me dit mais votre projet il est trop grand, nous petites entreprises on n'a rien à faire là-dedans. Mais non, aujourd'hui 75% de nos mécènes sont des petites PME françaises et européennes, et à partir de 50 000 euros vous pouvez devenir un mécène de The Sea Cleaner. Aujourd'hui, la fiscalité française est la meilleure au monde, il faut le savoir quand même. 60% de votre don est déductible de votre impôt société. Donc quand vous allez donner 50 000 euros, ça veut dire que ça va vous coûter 20 000 euros.
vous n'allez pas me dire qu'ici, les sociétés que vous représentez ne sont pas capables de mettre 20 000 € par an dans une cause aussi noble que celle-là. Je suis sûr que c'est possible. Donc en tout cas, on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Et puis tout à l'heure, dans l'ordre du... J'espère qu'il y a un petit cocktail quand même, un peu de... Non? Parce qu'un marin qui ne boit pas, c'est un marin qui meurt. Hein. Donc, rassurez-vous, il y a un cocktail après. Ah, voilà, et au cours du cocktail, il y a deux de vos collaborateurs qui pourront, voilà, comme c'est ce que je voulais dire, échanger avec l'ensemble. Tout à fait. Il y a Esteban et Bénédicte, vous êtes où? À la haut, qui sont là-haut. On les reconnaît facilement parce qu'ils ont les sweatshirts The Sea Cleaners. Il ne faut pas hésiter à leur donner des chèques, hein. Ils sont preneurs. Hein. Yvan, on va voir tout de suite avec quelqu'un qui est ici et qui est un grand témoin ou une grande témoin par la taille et par l'activité, que effectivement ça peut être très utile ce que vous faites, parce que Gersande Tanguy Blanchard, vous dirigez une entreprise que vous avez créée il y a peu de temps, soutenue par Initiative, et j'allais dire qui travaille dans le sillon en quelque sorte de ce que fait Yvan, c'est ça? Alors moi déjà je me sens très petite. Bravo pour votre investissement. Alors nous, on a 10 ans quand même, on fête nos 10 ans comme Valérie. C'était Carrefour Entreprise alors à l'époque? Oui, c'était Carrefour Entreprise. Nous, en fait, moi je suis gérante d'une petite entreprise et on a une marque qui s'appelle Robur, qui fabrique des vêtements de travail qui est fabriqué à partir de tissus issus des déchets de la mer, qui s'appelle le Sequal Initiative. Voilà. C'est une association espagnole. Ils fabriquent en Espagne la fibre et le tissu. Et ils récupèrent notamment beaucoup les plastiques des pêcheurs. Des pêcheurs, voilà. Et donc, voilà, alors, c'est rien parce que à l'auteur de Robur, qui est donc un fabricant lyonnais, eux, ils ont fait 19 000 vêtements. Alors, ça paraît rien, ça fait simplement 5 tonnes de matière plastique recyclée de la mer. Mais voilà, je trouvais sympa de témoigner qu'il y a des choses qui se font. Oui, parce qu'il faut quand même aller un petit peu plus loin pour la découverte de Normes et Style. Vous faites des vêtements en plus pour les entreprises, donc ça tombe plutôt bien. Des EPI, c'est comme ça qu'on les appelle. Hein. Oui, des équipements de protection individuelle. On a quelques clients dans la salle que je remercie. On a aussi des collectivités qui on œuvre pour... voilà, on est une petite entreprise, mais on a une grosse part de vêtements qui est fabriquée à partir de polyester recyclé. Pour une petite entreprise, il n'y en a pas beaucoup qui œuvrent. Alors dans l'univers du vêtement de travail, je trouve qu'il y a beaucoup de fabricants de donneurs d'ordre qui s'impliquent. Je trouve que beaucoup plus encore que dans le fashion qui en fait... voilà. Et comme on est dans le très concret, vous avez emmené avec vous un mannequin? Oui, j'ai emmené un mannequin pour montrer la fibre, parce que vous disiez que le plastique était enfoui. Malheureusement, le textile, il y a des gros lobbies aussi sur le textile. Et par exemple, dans nos univers du vêtement de travail, pas avoir de polyester, c'est très compliqué, pour plein de raisons. Et donc voilà, il y a un mannequin, si vous voulez le voir pendant... Donc ça sera au moment du cocktail. Bon, une dernière chose quand même qu'on aille jusqu'au bout. Vous étiez à La Flèche, vous avez toujours un bureau à La Flèche, mais vous êtes à Saumur maintenant, c'est ça? Oui, notre cœur est toujours à La Flèche, mais et aussi maintenant à Saumur. On a gardé un bureau commercial à La Flèche. Voilà. Merci beaucoup, Gersande. Ça nous paraissait intéressant de votre témoignage. Surtout que... Le textile est quand même une des industries les plus polluantes au niveau du plastique, justement. Il faut savoir qu'on respire du plastique. Il faut savoir qu'on avale l'équivalent d'une carte bancaire de plastique par semaine. Et c'est notamment beaucoup lié au textile. Pas seulement le plastique qui est dans le poisson qu'on a dans notre assiette, mais beaucoup lié au textile. Donc tous les efforts qui sont faits dans le textile, et il y en a beaucoup, heureusement, sont absolument nécessaires. Ouais. Bon, alors vous allez pouvoir poser des questions, parce que vous avez probablement des questions à poser. Je rappelle que vous avez un numéro de téléphone, il est affiché là-haut, hein, si vous voulez l'envoyer par SMS. Et sinon, vous pouvez lever la main, bien évidemment. Moi, j'en ai une tout de suite, c'est comment vous allez choisir les endroits où vous allez envoyer des bateaux, et comment on va financer l'utilisation de ces bateaux, parce qu'il y a comment dire, l'investissement, mais il y a le fonctionnement après. Oui. Alors, donc, on commence à faire, effectivement, on a
fait des programmes de navigation pour le Manta, pour Bali. Alors Bali, c'est vraiment des projets spécifiques. Les petits, c'est vraiment des projets spécifiques pour des lieux spécifiques. Comme là, on est vraiment sur Denpasar avec le premier Mobula, avec une zone très identifiée. Après, le premier Manta, lui, va avoir un circuit parce que c'est aussi un vrai porte-drapeau. Donc c'est un bateau qui doit aller d'un port à l'autre, de Thaïlande, de Singapour, notamment l'Asie du Sud-Est, qui est quand même fait partie des pays les plus pollués du monde là-dessus. Et donc il va aller prêcher aussi de la bonne parole. Donc l'idée, c'est vraiment de collecter 3 semaines et faire une semaine de sensibilisation, de promotion, d'arriver dans les ports. C'est un bateau qui passe pas inaperçu, qui va pouvoir vraiment convoquer les médias, les politiques et tout ça, et faire en sorte aussi que ça puisse changer. Et notre idée, c'est pas seulement d'arriver par la mer, c'est d'arriver aussi avec des équipes à terre, en essayant de faire toujours de la sensibilisation à terre, de la connaissance scientifique avec notre conseil scientifique international, qui a vraiment les 14 meilleurs scientifiques du monde sur cette problématique des plastiques dans les océans. Et donc, on va apprendre à connaître notre plastique, parce qu'en fait, les scientifiques savent très peu. On sait par déduction ce qui part à la mer, mais ils n'ont pas encore été ramassés, ces plastiques, pour dire voilà le plastique qu'on a, vient de telle industrie et tout ça. Et donc là, on a commencé ça à Bali avec notre premier bateau. On a un scientifique qui vient 15 jours par mois et qui va dire voilà, ce plastique-là, c'est Coca-Cola, c'est machin, ça se dégrade de telle manière, ça dérive de telle manière autour de Bali, ça part sur telle île. Et donc, on va améliorer notre connaissance et ça va forcément aider notre performance de collecte et aider les autres initiatives. Parce que l'idée d'être en ONG, c'est de partager, c'est de faire en sorte que toute la communauté puisse en bénéficier, que les autres initiatives en bénéficient et pas simplement que ça soit une entreprise profitable, quoi. On imagine que vous ayez des fonds illimités. Il faut combien de bateaux comme ça pour nettoyer les océans et combien de temps ? Vous mettez 500 montages, je disais, 5000 Mobula. Vous collectez en fait les fameux 80% de plastique qui flottent au début de leur vie dans la mer. Et tout ça pour un investissement globalement de 2 milliards par an. Donc, et pendant combien de temps ? Pendant tant que le travail à terre n'a pas été terminé. Parce que c'est ça l'idée, c'est que dans des pays, on va collecter à Bali, mais notre objectif, c'est dans 10 ans, on puisse faire en sorte que le bateau puisse se retirer. On puisse dire, ça y est, le bateau il a fait son boulot, on a fait le boulot à terre, maintenant il n'y a plus besoin de collecter à Bali, on va aller ailleurs. Pourquoi tout d'ailleurs va du côté de l'Indonésie en termes de plastique ? Parce que c'est vrai que c'est le pire, je crois pas. Parce que ça fabrique beaucoup, ça consomme beaucoup, et voilà, ça ne traite pas, quoi, tout simplement. Donc c'est vrai qu'il y a 12 pays là-bas qui est parmi les 20 pays les plus pollués du monde, mais l'Afrique par exemple est en train d'exploser. Parce que comme la consommation arrive très vite en Afrique aujourd'hui, le premier achat qu'on fait c'est du plastique, et donc les pays, on voit que le golfe de Gambie c'est déjà une catastrophe et que ça augmente chaque année, et avec la démographie en Afrique qui est exponentielle, forcément ça ne va pas aller en s'arrangeant. Bon, j'ai pas pu m'empêcher de poser des questions, mais vous en avez certainement beaucoup aussi à poser. Vous levez la main, à moins que vous envoyiez des SMS, mais j'en ai... Ah si, il y en a. Oh pardon, j'avais pas vu que... Oh là, ça arrivait très rapidement. Allons-y. Est-ce que les petits bateaux sont aussi peu gourmands en énergie carbone que le Manta ? Il y a le même type de moteur dessus pour réutiliser les déchets ? Première question. Alors le Mobula, malheureusement, il y en a 2. Il y en a un qui fait 9 mètres, l'autre 11 mètres. Et en fait, c'est des tout petits bateaux. Et c'est vrai qu'ils ont leur avantage en sorte qu'ils sont efficaces en termes de collecte. Et ça plaît bien aux collectivités, aux pays à qui on le présente. Mais ils ont ces petits inconvénients, effectivement, d'utiliser des moteurs thermiques encore. Alors on va les faire évoluer pour que ce soit peut-être des moteurs électriques quand il y aura de l'énergie électrique disponible. Et on peut gagner un petit peu, mais c'est vrai qu'on n'a pas travaillé encore très fort leur empreinte carbone. On a plutôt misé sur la capacité de collecte, et le Manta qui lui a une grosse capacité de collecte, et on a voulu qu'il soit exemplaire, et c'est plus facile à faire quand le bateau est grand. Le bateau il a été dimensionné aussi pour ça. On s'est dit il faut qu'il fasse 56 mètres pour qu'il puisse accueillir l'usine, pour qu'il puisse accueillir les gréements, qu'il puisse accueillir l'usine de traitement et les panneaux solaires, etc. Et là on le rend exemplaire. Donc on pourra progresser avec tout ça et tous ces bateaux, mais effectivement voilà, le but du Mobula, c'est déjà de proposer une solution peu onéreuse et accessible. Voilà, parce que c'est effectivement le Manta, il est efficace, mais il fait peur. 42 millions, quand vous allez voir une ville, un pays, même tout de suite, ça fait peur. Même s'il est amorti sur 42 ans, parce qu'en fait, il y a un bateau comme ça va fonctionner minimum 42 ans. Donc par an, finalement, c'est pas très coûteux, mais c'est difficile de dire à une région, allez-y, amortissez sur 42 ans, ils font jamais ça, quoi.
Alors, quelle est la quantité en tonnes de déchets que le Manta peut collecter avant de décharger sa cargaison? En fait, il n'a quasiment pas besoin de décharger de sa cargaison, puisqu'il est capable de traiter en gros 95% de ses déchets à bord, à travers la pyrolyse qui fait chauffer à haute température le plastique. Et en fait, on en tire des gaz de synthèse qui, eux, vont aller dans une chambre de combustion. De là, on va alimenter un turbo-alternateur qui va fabriquer l'électricité pour le Manta. Et les seuls déchets finalement qu'on garde de côté, c'est globalement quelques pourcents, ceux qui sont des déchets un peu dangereux, comme une bouteille d'acétone, etc., et qui méritent un traitement spécial à terre. Et puis des déchets qui pourraient être recyclables. Globalement, les déchets recyclables qu'on va nous ramasser, c'est soit les filets de pêcheurs, qui sont quand même nombreux dans la mer, et puis ou les bouteilles d'eau en PET, qui sont encore pas trop dégradées, et qui, eux, on peut éventuellement mettre de côté. Et si on trouve une usine de retraitement, de revalorisation à proximité, quand on fait escale, pas forcément la première escale, la deuxième ou la troisième, on pourra décharger ces déchets pour qu'ils soient mieux gérés que la pyrolyse qui, elle, est vouée à faire de l'énergie. Une autre question, je continue, c'est des questions, ce sont vos questions, c'est celles de la salle. Pourquoi un bateau mobile et pas des stations statiques? On pourra envisager aussi peut-être des stations statiques, ça peut arriver. Par exemple, sur les Seines, on appelle ça plutôt des barrières flottantes. C'est le projet d'Ocean Cleanup, un jeune Hollandais. Et alors, c'est bien ces barrières flottantes, quand on les met sur les côtés des fleuves, comme sur la Loire et la Seine, c'est ce qui existe. Mais on ne peut pas fermer en fait les fleuves parce qu'il y a du trafic maritime. Donc, ce qu'on peut faire, c'est les fermer, mais très en amont de la rivière. C'est ce que fait Ocean Cleanup. Donc, à 300 km à l'intérieur des terres, hop, ils vont aller fermer des bouts de rivière où il n'y a pas de trafic maritime, et là on peut retenir éventuellement les déchets. Donc en fait c'est complémentaire à notre système, mais malheureusement là où il y a le plus de pollution, c'est souvent dans les embouchures, c'est souvent là où il y a plein de trafic maritime. Vous allez en Thaïlande et tout ça, vous allez voir, et donc les bateaux, c'est ce qui est le plus adapté effectivement pour collecter et bouger. Et puis ça permet aussi d'aller dans les lieux de concentration. Vous avez souvent des inondations, des tsunamis, des lieux où ça pollue plus à un moment que d'autres, et donc ça permet de faire converger des bateaux dans le lieu précis où il y a beaucoup de pollution. Il y a énormément de questions. Quel pourcentage de déchets se trouve dans cette première couche d'eau de 1 mètre? Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond. Alors, dans les premières semaines et premiers mois de dérive, c'est 80% qui flottent et qui sont vraiment dans le premier mètre. Donc ça, c'est l'opportunité que nous, on veut saisir. Et après, malheureusement, effectivement, dans le 7e continent, c'est souvent des semaines, des mois de dérive et des années. Et là, il y en a en surface un petit peu, mais c'est souvent entre deux eaux, au fond de la mer, il y en a partout. Et le problème, c'est que c'est des micro-particules de plastique de 0 à 5 mm. Donc c'est pas ce que vous imaginez, le 7e continent. C'est pas des plastiques à perte de vue. C'est si vous prenez 1 mètre cube d'eau et que vous le tamisez, vous allez retrouver 100 micro-particules de plastique de 2, 3, 4, 5 mm. Et c'est évidemment ça qui tue les poissons, les animaux marins, le plancton qui absorbe tout ça. Donc il ne faut pas que le plastique se termine comme ça en fait. D'où l'intérêt de le capter avant qu'il arrive là-dedans. Et malheureusement, pour la pollution du passé, on va avoir du mal à faire quelque chose. Il faudrait tamiser quasiment toute la mer. Je vais regrouper quelques questions parce que énormément. Ça intéresse tout le monde, visiblement. Oui, donc, je ne suis pas pressé, moi. Les fabricants de... Oui, mais peut-être qu'il y en a qui sont pressés d'aller boire un verre, tout simplement. Les fabricants de plastique, attendez, je l'ai perdu. Les fabricants de plastique vous soutiennent-ils financièrement? Et j'avais eu d'autres questions avant sur vos financeurs, qui sont-ils? Est-ce que le gouvernement français connaît votre projet? Et sur les financeurs, il y avait d'autres questions, mais mais tu les reposeras après. Ouais. Alors, les financières, il faut savoir qu'on a toutes sortes d'entreprises. Franchement, on a des gens dans le plastique, comme Barbier, Spadel et autres, mais on a vraiment des gens qui viennent dans tous les domaines, qui font du bois, du métal, qui font n'importe quoi. Donc, on n'a vraiment pas de secteur d'activité proprement dit qui nous donne plus d'argent que d'autres. On a à peu près 72, je crois, mécènes de mémoire. Et donc, du plus petit qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires par an jusqu'à la grande La Poste. On a signé récemment avec La Poste, qui est évidemment à 160 000 en collaborateurs. Donc vous voyez, il y a vraiment tout type de profil. Mais est-ce qu'il y a des gens, des industriels du plastique qui vous financent? Oui, il y en a. Barbier, par exemple, qui est le premier fabricant français de films plastiques, il nous finance. Mais par contre, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on veut, avec eux, on veut faire en sorte que ça évolue. Donc Barbier, ce qu'on aime bien, c'est qu'ils recyclent aussi leur plastique et ils se
bougent le cul pour faire avancer les choses. Et c'est vrai que nous, dans nos mécènes, on voit et on les pousse à avancer, à trouver des techniques, à trouver des alternatives. Et souvent, d'eux-mêmes, ils ont déjà envie. En général, quand ils viennent nous soutenir une association comme le nôtre, c'est souvent parce que déjà, ils ont pris l'initiative de changer leur modèle. Donc, on essaie de les accompagner encore plus comme ça. Mais moi, j'ai envie d'avoir aussi des entreprises qui sont des hyper-pollueurs et qui se disent on pollue, on est des enfoirés, mais on a envie de se bouger le cul pour que ça bouge. Voilà. Et on va le faire ensemble. Voilà. Et donc, je sais qu'on ne peut pas avoir Total chez nous, mais j'aimerais presque avoir un Total chez nous parce que je veux justement avoir le codir en face de moi et pouvoir les défoncer tous les jours et leur dire vous allez donc si vous êtes masochiste et pollueur, vous pouvez effectivement vous adresser directement à Yvan Bourgnon. Quid des déchets générés, alors on revient au Manta, quid des déchets générés par le pyrolyseur lui-même, solide et émissions atmosphériques? Et puis restons sur le Manta, combien d'hommes et de femmes d'équipage? Alors c'est deux questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. J'ai pas compris la première, mais la deuxième. Alors quid des déchets que génère la pyrolyse dont vous avez parlé il y a un instant? Oui, l'impact carbone de la pyrolyse. En solide et en liquide. En fait, la pyrolyse, c'est ce qui est le plus exemplaire globalement pour faire de l'énergie. Ça émane très peu de CO2 dans l'atmosphère et ça dégage un char qui représente 10% de la matière, qui est un peu du charbon. Donc cette matière, on va pouvoir la débarquer dans une usine, une cimenterie qui utilise du charbon, qui va pouvoir réutiliser cette matière. Alors c'est vrai que c'est pas la matière la plus noble, mais au moins on en fait quelque chose. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut retirer ce plastique de l'océan. Ça, c'est une nécessité absolue. Alors, il ne faut pas le faire à n'importe quel prix, mais le simple fait déjà de l'avoir retiré, c'est déjà énorme. Donc après, on essaie de limiter l'impact carbone, et c'est pour ça que ce bateau, il est relativement exemplaire. On n'a pas travaillé que la pyrolyse, on est en train de travailler actuellement encore sur l'incinération, parce qu'il faut savoir que l'incinération envoie un peu plus de CO2 dans l'atmosphère, mais les filtres à particules sont de plus en plus performants, et donc du coup, c'est des solutions qui sont quand même moins onéreuses que la pyrolyse et qui peuvent aussi être sur ces bateaux-là. Combien de personnes travaillent sur le bateau? 36 personnes, mais 24 qui sont dédiées au bateau. Globalement, 12 qui s'occupent du bateau, 12 qui s'occupent du plastique, et puis les scientifiques, parce qu'il y a 8 à 12 scientifiques qui vont se relier sur le bateau. Donc c'est hyper intéressant parce qu'on mutualise les coûts vraiment pour faire à la fois un bateau de travail et un bateau scientifique. Alors qu'aujourd'hui, moi, les bateaux que j'ai croisés scientifiques dans le monde, souvent à part Tara, c'est des bateaux qui font 60 mètres de long, qui consomment 20 tonnes de gasoil par jour, et ils ont ils s'en foutent de l'impact carbone de leur bateau. C'est scientifique, mais voilà. Donc du coup, c'est un peu contradictoire. Et là, au moins, on a pu mutualiser en fait tout ça sur le même bateau. Je ne sais pas si c'est parce que on est chez MMA. Il y a une question qui est: qui vous assure? Alors c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, le plus gros chèque que j'ai jamais reçu, c'est de MMA. C'est vrai. Donc, mais j'en ai reçu qu'un, donc ils ont jamais voulu m'assurer après. Ça leur a coûté trop cher, le sinistre. Mais bon, il y a des gens qui vous suggèrent des trucs là, en se rapprochant d'autres acteurs comme Energy Observer ou le néerlandais Ocean Clean Up. Y a-t-il pas moyen de trouver une force de frappe plus importante? Si, il faudrait s'allier. Alors c'est ce qu'on fait nous à travers le Conseil scientifique international, pour avoir vraiment les scientifiques qui travaillent aussi dans d'autres ONG comme Ocean Cleanup et tout ça, pour essayer avec ce Conseil scientifique international d'avoir une puissance de feu, un peu comme le GIEC à l'échelle du carbone. Donc c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Mais c'est vrai que je trouve qu'on est certainement un petit peu trop dispersé. Mais il y a aussi beaucoup d'initiatives privées comme Ocean Cleanup, c'est surtout une initiative privée. Donc ils cachent leurs chiffres, ils cachent leur technologie, ils cachent leurs trucs. Alors donc ça va un peu à l'envers de nous. Au contraire, on veut que les Chinois nous copient, on veut que les Chinois viennent nous voir en disant on veut faire des mantas, et au contraire on va aller les voir, on va leur dire on va vous expliquer comment faire un manta, on va vous accompagner, on va vous montrer la technologie. Donc vous voyez, donc du coup on n'a pas toujours les mêmes objectifs là-dessus aussi, quoi. Bon allez, le temps imparti est quasiment terminé. On va vous poser une dernière question. Désolé pour les questions auxquelles on ne va pas répondre maintenant, mais vous allez les poser directement à Yvan tout à l'heure pendant le cocktail, ou à Bénédicte et Esteban. Esteban, voilà, c'est ça. Question générale, du coup, on revient un peu à cette assemblée générale. Quel a été le plus grand challenge que vous avez pu rencontrer durant la mise en œuvre de ce projet ? Le plus grand challenge,
Positif, c'était de créer une équipe formidable, parce qu'aujourd'hui c'est 40 salariés, 2000 bénévoles, et franchement j'ai que des gens extraordinaires autour de moi. Donc ça c'est vraiment un accomplissement rêvé, et je ne pensais pas que l'association attirerait vraiment des pépites qui viennent de tous les milieux, parce qu'on est dans la communication, dans la technique, dans la technologie, dans la sensibilisation, dans le bénévolat, et on a attiré des pépites de partout, et ça c'est absolument extraordinaire. Et puis après, le challenge, vous l'avez compris, il est financier. C'est qu'aujourd'hui, les ONG qui travaillent dans ce domaine-là ont des cacahuètes, et que notre challenge, le mien, c'est de montrer qu'aujourd'hui, une entreprise, quand elle dégage 100 millions d'euros de bénéfices, elle se doit de mettre 1, 2, 3, 4, 5 millions dans l'environnement pour demain. Donc vous l'avez compris, ce soir, il y a eu un appel en première partie et il y a un appel en seconde partie de soirée pour participer à des actions utiles et concrètes. Félicitations Yvan Bourgnon, on vous applaudit. Merci beaucoup. Très fort. Et c'est ainsi que se termine cette Assemblée Générale et cette conférence. Qu'est-ce que je dois vous dire? Que les membres du Conseil d'administration restent ici pour élire le bureau, et là pour quelques minutes, pendant que les autres ont la chance de pouvoir aller au buffet, qui sera plein au moment où ils vont arriver. Vous en aurez un peu moins, tant pis. Voilà, bonne soirée à vous, et à l'année prochaine.